Traversant la désolation des glaces en direction du point de rendez-vous, toutes les forces armées d'Alexei prirent la direction du théâtre de ratification des négociations. Mais une fois arrivés, ces deux groupes armés qui croisèrent la route de l'Inquisition 25. Alors ils ont décidé de les prendre pour des cons. Prenant son téléphone, Alexei hurle aux dirigeants des différentes unités d'ordonner à leur troupe de faire demi-tour sans quoi il leur promet une ligne de sang. Appelant Stan immédiatement après, il lui demande de venir en renfort de toute urgence avec plus d'hommes. S'étant mis en position de retrait, il finit en lui disant de ne pas s'inquiéter pour lui. Au moindre mouvement suspect, il ouvre le feu. Peu de temps après, 4 groupes armés étaient arrivés au point de ralliement, en plus de celui d'Alexei. À l'avant, Stan fut missionné de s'occuper des négociations. Yakov croyait pourtant qu'ils étaient venus négocier. Armés comme ils sont, il comprend bien que c'était des conneries. Stepan confirme, ils sont clairement ici pour se débarrasser d'eux. Stan leur dit à tous de ne pas paniquer. S'ils voulaient attaquer, ils se seraient déjà lancés sur eux. Mais ils sont bien trop nombreux, monsieur Levitsky. Il est possible qu'ils aient déjà rallié tout le quartier contre eux. Comment sont-ils censés combattre autant de monde? Ils s'inquiètent tous bien trop. Eux ne sont pas leur cible. Ce titre revient à Alexei. Ils essayent de lui faire pression pour le forcer à accepter leurs termes sans négocier. À son avis, qu'ont-ils de valeur qui justifierait qu'ils s'en prennent à eux? Oui, il a raison. Dans l'ordre, une fois le reste des hommes de Komarov arrivés, se tenaient devant l'Inquisition 25 des glaces. L'unité 26 de Mikhail Arkady Komarov, l'unité 5 de Vledor Drantik, l'unité 21 de Dragomir Vikrov et Terent Antonovitch, l'unité 9 de Maria Vikurov et l'unité 18 de Lazar Lansky. Cela dit, Maria sait qu'ils ont beau être sur son territoire, ça ne veut pas dire qu'il a un ascendant sur eux pour autant. Quoique de toute manière, elle ne peut laisser Alexei périr d'une impromptue pulsion de l'un des autres maîtres d'unité. Elle et ses hommes doivent être prêts à toute éventualité. Dragomir rigole des expressions des confis des résistants de l'unité 25. C'est pitoyable. Ils se liquéfient tous devant eux leurs effectifs. Mireille est bien d'accord. Alexei doit être en train de se faire dessus à l'heure qu'il est. Maintenant, va-t-il avoir la folie d'oser se montrer défiant vis-à-vis d'eux et de leur prise de pouvoir? Pas la peine de s'amuser à jouer les gros bras et provoquer leurs très chers alliés. Ils sont là pour négocier avec Monsieur Rysenko. Ils le tiendront au courant de leur négociation de la veille et sans aucun doute il ne verra pas de problème à agréer à leur terme. Lazare, constant, acquiesce d'un sourire. Mireille hurle aux hommes d'Alexei de ramener leur leader tout de suite. Ils sont là pour négocier. Stan lui répond qu'Alexei les attend au 13e. Ils n'ont qu'à monter le rejoindre. En guise de garantie, toutes les forces armées attendront sagement ici, même les leurs. Mais Lazare lui répond qu'ils en ont déjà parlé hier et qu'il a été décidé que cette réunion se tiendrait à ciel ouvert. Stan leur dit que de toute manière, s'ils tiennent à rencontrer Alexei, ils devront subir une fouille corporelle pour s'assurer qu'il ne représente aucun danger. Une fouille pour qu'ils se prennent. Dragomir n'en revient pas que ce pourri Rysenko ait l'audace d'avoir de telles exigences dans une telle situation. Il y en a qui n'ont pas peur de la mort. Mais écoutant leur conversation alors qu'ils se préparent à ouvrir le feu, Alexei se demande s'il croit sérieusement l'intimider avec le vent qu'il brasse. Prévenant Stan qu'il bouge, celui-ci joue le jeu de la crédibilité, lui dit qu'il est tendu en bas, non? Dragomir lui demande ce qu'il fabrique. Ils ne comprennent vraiment pas la situation présente, hein? Ils ne sont que quelques dizaines, ils peuvent les éliminer d'un claquement de doigts. Stan lui répond qu'il est bien au courant, il ne leur demande que d'attendre quelques instants. Déplaçant le cortège habilement, il permet à Alexei de s'assurer de ne pas blesser ses propres hommes. Merci Stan, la purge peut commencer. Sifflant de tout son souffle, sonnant ainsi le commencement du purgatoire. Autant Dragomir que Terence se demandent quel est ce bruit. Ils vont commencer en grande pompe. Jetant une grenade au milieu des forces armées ennemies, ceux-ci se demandent ce qu'il vient de se passer. Mais à peine virent-ils la grenade qu'ils réalisèrent l'ampleur du cauchemar. Ah! Alexei leur a jeté une grenade! Tendant le téléphone vers la coalition, Stan permet à Alexei d'entrer véritablement en scène. Alors comme ça, il s'amuse à faire pression par le nombre. Il va égaliser les forces et là, ils pourront négocier. Stan leur demande s'ils ont compris qui dirige ici. Mais ils sont venus pour négocier! Ils n'ont pas de temps à perdre avec ces conneries! Mais au fond, Dragomir n'en revient pas. Un fusil de précision, c'est une chose, mais des grenades! Alexei leur demande s'ils s'imaginaient vraiment que ramener 1 millier de personnes suffirait à faire plier devant leur tyrannie. Tout juste rentré dans l'immeuble, il leur confie qu'il a déjà perdu assez de temps. Il leur laisse 5 minutes pour le rejoindre au 13e étage. S'ils décident de s'abstenir, Mariana Tero lui dit qu'ils sont venus en toute sincérité pour négocier, qu'ils l'attendent, ils arrivent. Lazare lui demande une trêve en attendant leur arrivée. Il les attendra, mais seulement 5 minutes de temps. Raccrochant sur ces mots, Alexei est plus que satisfait de l'efficacité d'une simple grenade. Il a pu tuer une vingtaine de personnes d'un claquement de doigts. Bien que maintenant elles sont tous au courant qu'ils disposent de ce genre d'armes, ils resteront alertes. De toute façon, ce sera bien difficile pour eux d'égaler un tel niveau d'efficacité à l'avenir. Cependant, il se doit d'être parcimonieux. Il ne dispose que d'une vingtaine de caisses de grenades, et bien que cela puisse paraître beaucoup, pour une vie dans un monde sans foi ni loi, ça risque de s'épuiser bien vite. Cependant, les voilà enfin tous venus. Mireille, Dragomir, Maria, Vledor et Lazare étaient tous arrivés épuisés. Messieurs, madame, bienvenue en mon territoire. Lazare le remercie d'avoir respecté la trêve. Cela va de soi. Maintenant, ils vont pouvoir négocier. Quoique,
fond. S'il ne peut sortir de l'impasse actuelle, il n'aura qu'à passer au plan B, pour boucherie. Lazare reprend la parole et lui dit qu'ils sont tous bien au courant de la précarité de leur situation à tous. La pénurie de ressources de première nécessité commence à sérieusement peser sur le mince équilibre du district Nord en son ensemble. À vrai dire, leurs unités respectives vont, d'ici quelques jours, être le théâtre de monstrueuses hécatombes. Si les choses continuent ainsi, aucun d'eux ne sera capable de survivre. Plus que tout, il souhaite que ces mots l'atteignent et en rien il essaie de nuire à sa sécurité. Bien qu'il comprend qu'il ait pu sentir la cible de leur coalition, il souhaite avant tout qu'ils les rejoignent. Leur seul désir est de survivre. S'ils ont eu recours à une telle méthode, ça ne traduit que leur désespoir. Cependant, il réitère: du moment qu'il accepte les conditions qu'il a dévoilées la veille, tous pourront espérer découvrir le nouveau monde. Alexei posa violemment son revolver sur la table, si bien que tout se lève de peur. Mireille lui hurle que ce n'est pas là où ils veulent en venir. Et puis de toute façon, s'il est du tout, ça ne résoudra rien. Le voisinage se retournera inévitablement contre lui. Est-ce qu'il a simplement la moindre idée de ce qu'un millier de personnes contre une seule sont capables de faire? Lazare lui dit qu'il n'y a pas de raison à en venir à ces extrêmes. S'il a des conditions à leur expliquer, qu'il n'hésite pas. Il panique vite pour démettre qu'il paraissait si sûr d'eux plus tôt. Qu'il ne soit pas aussi nerveux qu'il se rassoit. Ils sont loin d'avoir terminé leur petite conversation. Premièrement, les conditions qui lui ont été proposées sont impossibles à accepter pour lui. L'entièreté de leur quartier, vu qu'il semble l'oublier, est composée de 29 complexes d'appartements, lesquels regorgent d'encore un millier d'habitants à moitié morts de faim. Tous les nourrir est une tâche purement impossible, et c'est même s'ils y passaient l'entièreté de leur temps. Également, il se permet d'imaginer qu'eux, qui ont réussi à se hisser au sommet de la chaîne alimentaire, doivent être capables de survivre d'eux-mêmes. Il ne serait jamais arrivé aussi autrement. De ce qu'il sait, aucun d'entre eux n'est aussi bon d'âme qu'il ne le prétend. Personne ici ne sacrifiera ses rations pour son voisin. Sont-ils bien sur la même longueur d'onde? Face à ce silence qui ne peut se résoudre à contester ses propos, Alexei leur dit qu'il va énoncer ses termes quant à leur coopération tous ensemble. Premièrement, il ne pourra s'occuper des provisions que de 10 individus par unité. La distribution sera faite aux maîtres respectifs de chacune des dites unités. Le choix quant à qui recevra et qui sera privé leur appartient. Cela dit qu'il considère avec attention ses paroles. Il promet de fournir des ressources alimentaires nécessaires à la survie de 300 personnes tous les jours, inconditionnellement. Cela, pour être honnête, défie déjà les limites du possible. Mais c'est inacceptable! De la nourriture pour seulement 10 personnes! Ils sont 76 survivants rien que chez elles! Il refuse donc bien d'ouvrir le dialogue. Mais Mireille reprend de voler marié lui demande de ne pas parler pour eux. Lui compte bien négocier, notamment sur la quantité de ressources. Dragomir trouve que 10 portions, ça ne fait franchement pas tant que ça. Qui plus est, ça les positionne dans une situation difficile vis-à-vis des habitants qui comptent sur eux. Chargeant son pistolet, Alexei leur demande s'ils trouvent vraiment dérisoire que de s'occuper des rations de 300 personnes tous les jours et seul. Lazare leur dit qu'ils peuvent toujours revenir dessus ultérieurement. Sans connaître le reste de ses conditions, ils ne peuvent juger de son insincérité quant à leur projet commun de coopération. Très bien, Lazare, il va continuer. Son deuxième point se veut assez vague, mais ils vont devoir sérieusement dialoguer quant aux prochaines étapes qu'ils vont devoir entreprendre en tant que communauté. Puisqu'ils ont pour projet commun d'établir et d'entretenir un développement stable et raisonnable, n'avoir recours qu'au pillage n'est pas une solution viable. Compte tenu du manque cruel de ressources qu'il ressent déjà, alors qu'il peut se déplacer presque librement grâce à son motoneige, ça fait déjà quelque temps qu'il souhaite se détourner des diverses solutions court-termistes. De plus, personne ne sait quand le blizzard arrêtera de souffler et la neige de tomber. Ils doivent impérativement devenir autosuffisants. Lors de ces expéditions, il a pu trouver quelques graines toujours en état de produire du grain. Ça leur permettra de survivre comme leurs ancêtres, par le travail de la terre. Mais Mireille lui demande s'il est complètement con, s'il les prend pour des couillons. Par ce froid, n'importe quel plan gèlerait immédiatement. Mais Alexei lui rétorque qu'il va bien falloir trouver une solution. Par ces temps, viendra le jour où ils n'auront plus rien s'ils continuent ainsi. Et puis, leur quartier ne fut jamais une plaine de béton comme les Américains les aiment tant. Du moment qu'ils dégagent la neige à coups de pelle, ils trouveront dessous de l'espoir. La seule chose qu'ils ont à faire est d'envoyer du monde creuser et travailler inlassablement jusqu'à ce qu'éclosent les bourgeons de leur avenir à tous. Du moment qu'ils voient des projets tangibles, il s'assurera de tenir ses engagements. De plus, la qualité des ressources leur sera garantie. Il pourra même, quand les temps seront plus cléments, ramener de l'alcool, des cigarettes, des vêtements, ou mieux encore, du matériel médical. Dragomir me demande s'il peut vraiment trouver des clopes. Mireille s'éveille au même moment. Est-ce qu'il en a ne serait-ce qu'une sur lui? Ça fait 2 semaines qu'il est sevré. Il est en train de devenir dingue. Mettant la main dans sa poche, Alexei en sortit un paquet fraîchement ouvert. Leur tendant de clopes, il se doutait que ce paquet servirait à quelque chose. Les deux addicts se jetèrent dessus comme des affamés. Alexei, t'as du feu? Oui, tenez. Bon, ils sont bien d'accord sur leurs conditions désormais, non? Lazare essaie d'intervenir, mais c'est trop tard pour Mireille et Dragomir. Il marche tant qu'il leur amènera 2 paquets par jour. Le premier suit l'unique condition du second. Alexei leur dit que ça sera 1 paquet par jour. Ça marche, du moment qu'ils s'assurent de leur apporter tous les jours, c'est bon. Eh bien, au moins ils sont tous les 3 sur la même longueur d'onde. La table des négociations semble plutôt égale désormais, non? Dragomir demandant peuklant ses acolytes ce qu'ils attendent exactement. Ils ont obtenu sensiblement tout ce qu'ils voulaient, qu'ils fassent comme il leur a demandé, c'est un problème réglé, bordel. Mais Lazare répond qu'ils sont quand même loin du compte. Oh, la ferme! C'est déjà inespéré que quelqu'un d'aussi impitoyable accepte à condition réduite. Mireille est bien d'accord, Alexei leur fait déjà une faveur. D'entrée de jeu, ils savaient que c'était mission impossible, et eux partaient fièrement en guerre, s'attendant à non bien faire.
Mais intérieurement, Lazare se retient de fracasser ces deux mongoloïdes. Ces types étaient les premiers à agiter les clés de la révolution, et maintenant qu'ils ont négocié leur foutu clope, tout le monde est content. Vledor leur dit qu'ils ne devraient pas prendre une décision si rapidement. Ils peuvent continuer de négocier tout en abordant d'autres thématiques clés à leur survie à tous. Mais ce sont eux 6 qui dirigent ici, 7 avec Terran. Ouais, et la situation requiert de s'adapter en temps venu. En dehors des questions de paix, d'alimentation et de sécurisation des ressources d'ordre médical, il n'y a rien d'autre qui presse. Et puis, comme eux, Alexei a ses considérations à considérer. Aïe, ils le prennent pour un con ou bien? La marche infernale des armées des 5 unités proches de l'unification avec l'Inquisition avait débuté. Ils ont établi un plan d'attaque surprise pendant qu'eux sont venus négocier avec lui. Malheureusement pour eux, il a vu clair dans leur jeu. Alexei, s'ils avaient agi ainsi, ils seraient condamnés à crever ici avec lui. Il marque un point. Par contre, qu'ils descendent de ce pas calmer leurs troupes. Lazare n'en croit pas ces mots. Pourquoi ces anges prennent-elles d'assaut l'immeuble? Il leur a demandé de descendre. Il entra au même moment Stan et les hommes d'Alexei à la surprise des 5 mètres. Que tout le monde s'assoie. Force à se tenir tranquille, ils étaient tous les 5 prisonniers des lieux, maîtrisés par les forces de l'Inquisition. Mais Dragomir hurle à Alexei qui sont innocents. Celui-ci n'y prêtant guère attention, prépara le Barrett M82. Quoi qu'au fond il est plutôt agacé qu'on ait pris de court. Mais il en doit une belle à Stan pour avoir anticipé contrairement à lui. Visant les assaillants, ils ont franchi la ligne rouge. La première balle partit sur celui qui ouvrait la marche. Une à une, les boîtes crânières des révolutionnaires se firent transpercer. Le chaos s'ensuit là où certains essaient comme ils pouvaient prendre la fuite, d'autres se jettent à terre en signe d'abandon. Courez ou allongez-vous, il n'épargnera personne. La rafale de balles déferlait sur ceux qui vont pouvoir faire tomber le grand roi du Global Trace. Les cris à la mort de tous les acteurs de cet enfer, mourant au milieu de l'intense blizzard tourmenté, imposer un silence de plomb. Glaçant jusqu'au sang, les principaux instigateurs d'une possible insurrection qui leur échappa des mains. La purge, déjà bien assez lourde. Alexei leur demande s'ils sont décidés à accepter ces conditions avec ce qu'ils ont pu entendre. Dragomir Ader ratifie et signe sur son nom et son honneur leur contrat de coopération aux conditions imposées par Monsieur Alexei Rysenko. Cette tournure officielle fut reprise par les autres membres de la coalition, si bien que la balance des pouvoirs au sein de cette dernière fut drastiquement changée. Lazare pousse un soupir. Ils peuvent le considérer là-dedans aussi. Il est ravi de voir que tous ont pris la bonne décision. Dès demain dans l'après-midi, il les contactera pour procéder à la première distribution de ressources. Ils peuvent rentrer chez eux, mais qu'ils n'oublient pas de travailler avec cœurs et âme. Il s'assurera de garder un œil perpétuel sur eux, alors qu'ils n'essaient même pas de comploter contre lui. Il déjouera la moindre de leurs manigances et leur rendra au centuple. Sortant de la cage d'escalier, les 5 mètres étaient loin de repartir tête haute. Mais du côté de l'Inquisition, l'on se demande quelles sont les conclusions de cette rencontre au sommet avec Alexei. Celui-ci pose ses mains sur les épaules de ses deux camarades. Ils se sont pliés à ses conditions. Alexei, mais comment a-t-il réussi un tel tour de force? En tout cas, les tirs de Rift étaient impressionnants, félicitations. Oh, ça n'est rien. Quant à ses méthodes, un peu de coercion, aimable bien sûr, ça fait l'affaire. À partir d'aujourd'hui, il va devoir fournir des rations alimentaires pour 300 personnes chaque jour, soit bien moins que ce qu'ils avaient demandé. En revanche, eux obtiennent le labeur des unités voisines quant à l'établissement de culture céréalière. Mais à l'arrière, l'on pèse l'ampleur du rationnement. 300 personnes, c'est colossal. Oui, que va-t-il leur rester une fois que tout aurait été donné conformément au contrat? Mais reprenant les rênes de ses manigances, Alexei continue son malicieux plan de manipulation, leur disant que les conditions initiales impliquaient de nourrir l'entièreté de leur quartier. Les avoir forcés à accepter un contrat aussi réduit relève déjà du miracle, pour être honnête. Et puis, s'ils ne se tiennent pas à ces engagements, est-ce qu'ils se sentent prêts à leur faire froid à tous? Lui arrivera à s'en sortir vivant, qu'importe leur nombre. Mais qu'en est-il d'eux? Mais bon, qu'il ne s'inquiète pas, il fera de son mieux pour s'assurer que son unité ne pâtisse d'aucune pénurie. Il ne les laissera jamais mourir de faim de son vivant. Ce discours arracha bien des larmes à tous ceux qui dépendent des prouesses d'Alexei. Ils l'ont tous terriblement mal jugé. Ils méritent tout leur respect. La déviance d'Alexei transpirait de son regard. Dès maintenant, elle les supportera inconditionnellement. Ils n'oublieront jamais sa bienveillance jusqu'à la mort et même après ils s'en rappelleront. Alexei se délecte de son immense réussite. Tout le monde retourna éventuellement vaquer à ses occupations, bien que Stan, lui, reste à côté d'Alexei, le visage sévère, si bien que son ami lui demande s'il y a un problème. Non, ça va, il est juste surpris. Ce n'est pas son style habituel, c'est tout. Ah, mais travailler avec eux n'est qu'une mesurette, Stan. Raccompagnant celui-ci, il lui explique que tout cela est temporaire. Son plan original était de rassembler tous les leaders d'unité à l'intérieur pour les crever en même temps. Avec leur mort, les différentes unités auraient sombré dans le chaos par l'absence de leadership. Ça aurait été une aubaine pour eux. Ils se seraient débarrassés de tous ces guignols désorganisés sans risquer grand-chose. Malheureusement, seuls 5 d'entre eux ont décidé de venir. Ils ont beau être les plus puissants, les éliminer aura entraîné une guerre dont il n'est pas sûr de pouvoir les mener eux à la victoire. À vrai dire, la formation d'une grande coalition des 23 autres unités contre eux est la seule variable qui l'empêchait d'agir comme prévu. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux faire des concessions maintenant, restreindre leur force de frappe et être chirurgical le moment venu. Stan n'en revient pas. Les prouesses du stratège ne cesseront de l'impressionner. Alors, t'en dis quoi? Ah oui, il ne regrette pas de ne pas avoir pris les rênes quand il en a eu une opportunité. Mais bref, l'idée pour simplifier va être de compter sur la distribution, nécessairement inégale puisqu'insuffisante par les
différents maîtres pour leur sujet sur les tensions intestines qui en découleront. S'il a imposé son retrait de la distribution par unité, c'est bien pour les laisser tous s'effondrer sans que lui, et par extension toute l'unité 25, ne soit jamais inquiété. Ils vont tous finir par se bouffer entre eux, plus ou moins littéralement. Y a pas à dire, un tel plan est digne de lui. Il a l'étoffe des plus grands joueurs d'échecs. Qu'est-ce qu'il ne donnerait pas pour une partie contre Kasparov plutôt que devoir comploter la mort d'autant d'innocents? Quoique de toute manière, leur victoire est assurée par l'ampleur absurde de ressources dont ils disposent, lesquels sont bien entendu cachés des yeux de l'ensemble du quartier, leur sujet compris. Et tout cela, c'est sans parler des biens de première nécessité. Ils disposent d'un arsenal capable d'éradiquer les restes humains de Saint-Pétersbourg. Ils ne craignent aucunement la menace qu'ils peuvent poser. Il suffit de regarder cette décharge de cadavres. Autant incapable de se nourrir que de se chauffer, et à peine survivant du désastre, comment pourrait-il sérieusement prétendre représenter une menace à ses yeux? Même Mike Tyson perdra un match de boxe contre lui s'il n'était pas nourri depuis plus d'un mois. Alors quoi, 60, 90 jours de famine? Ce seraient des cadavres vivants plus que des hommes à ce niveau. Exact, une armée de cadavres. Voilà ce qui est devenu Saint-Pétersbourg. Quand bien même, tous ne sont pas des idiots, Maria et Lazare ont probablement percé ses véritables intentions. Mais le prix qu'elle a décidé de payer suffit amplement pour se mettre dans la poche la plupart d'entre eux. Au final, résister est devenu quasiment impossible. Si l'usure campait sur leur position, ce sont eux qui auraient fini à l'exil, faisant de leurs unités des parias du quartier, cible de pillage et autres rixes. Et puis, s'associer aux débiles lui assure de se mettre dans la poche les accros à l'adrénaline. C'est pour qu'une clope ou une bouchée de pain sacrifierait un bras et deux côtes. Mais Stan lui dit de ne pas non plus sous-estimer les maisons de Komarov et le duo Dragomir-Terren pour autant. Non, il a raison. Mais ce sont quand même eux qui lui ont permis de prendre l'ascendant, et ce sans qu'ils ne comprennent rien. Par contre, pourquoi comptent-ils les faire travailler la terre alors que c'est franchement mission impossible par ce climat? Oh, mais c'est juste une diversion pour épuiser un peu plus leurs organismes à tous pendant qu'eux peuvent se la couler douce. En d'autres termes, mon cher Stan, c'est gagnant-gagnant. Excellent, Alexei, excellent! Qu'il n'hésite surtout pas à lui confier ses prochains ordres. Il s'assurera de les suivre pour le bien de tous. Mais posant sa main sur l'épaule de Stan, il l'invite simplement à rester dans la confidence quant à ce qui s'est dit plus tôt dans la réunion et à propos de leur petite conversation à l'instant. Ils continueront d'opérer comme le plan l'impose et s'adapteront aux développements qui s'en suivront. Cependant, et au fond, ce n'est pas que les ennemis extérieurs qu'il doit craindre, mais aussi le potentiel taupe à l'intérieur même de ces lieux. De retour chez lui, Alexei tomba sur Luca en pleine séance d'étirement. Celle-ci est ravie de le voir de retour sain et sauf. Le prenant dans ses bras, la belle femme lui demande comment se sont passées les négociations. Soulevant cette dernière, il va lui révéler comment ils procéderont sur les jours à venir. La posant sur le lit, la met tout de même en garde, mais elle ferait mieux de se tenir en sécurité ici. Sortir n'est plus approprié. Mais avant qu'elle ne s'inquiète, d'ici peu, cette période troublée appartiendra au passé. Le lendemain, nombre de résidents du quartier s'étaient retrouvés pour commencer les opérations agricoles imposées par Alexei. En tout cas, ça rappelle les souvenirs d'avant le Global Freeze à tous ces petits mondes, si bien qu'ils ont hâte de débuter. Le soulagement se lisait partout. Le quartier n'a pas sombré dans la guerre. Par les traités, la paix a gagné. Il n'y a plus lieu d'entrer en conflit. L'avenir se montre plus radieux qu'il ne le fut depuis longtemps. Surveillant l'avancée des travaux, Mireille et Dragomir remarquent l'arrivée d'Alexei. Ha, v'là le Lysenko. Il part pour du pillage? S'il a besoin de leur aide, qui n'hésite pas, ils sauront se montrer utiles. Mais il leur répond qu'avec le motoneige tout ira bien, et puis il va devoir le charger bien comme il faut, donc il aimerait faire en sorte qu'il soit le plus léger possible. Mais ils n'ont qu'à attendre son retour. Retour triomphant! Se tournant vers les travailleurs, il leur dit de bien bosser. Il se pencha sur l'avancée de leurs travaux une fois de retour. À ces mots, la pression monta d'un cran. Sans résultat, pas de nourriture. Ils doivent se donner à fond. Alexei ayant quitté les lieux, Dragomir demande à Mireille où est-ce qu'il gare son engin. Il a passé tout le quartier nord au peigne fin et impossible de trouver quoi que ce soit. Qu'une idée, c'est un vrai mystère. À défaut de partir en quête de nourriture, Alexei se tourna vers la clinique animale centrale de Saint-Pétersbourg. Il y a 3 ans, elle fut sous le feu des projecteurs à cause de lanceurs d'alerte qui déclassifièrent des documents. Il a été reporté qu'ils euthanasiaient des animaux, non pas qu'un cocktail de somnifères comme il est recommandé par les associations de lutte contre les violences animales, mais à grosse dose d'arsenic. Et les voilà. Cette saloperie n'a ni goût ni odeur, est invisible et est l'un des pires poisons en existence. Quelques gouttes sur les rations qui seront données aux maîtres des unités permettra de commencer l'épuration du quartier. Si par miracle certains survivent, les dégâts provoqués aux organes entraîneront la mort en l'absence de soins d'urgence. Il va commencer par se mettre tous ces petits mondes dans sa poche jusqu'à ce qu'ils baissent leur garde. Et là, il pourra commencer à éponger un peu le surplus humain. Cela dit, reste encore à savoir quand arrivera l'opportunité qu'il attend tant pour se débarrasser de tous ces génères d'un coup. La fin d'après-midi arriva bien vite. Depuis le temps qu'ils travaillent la terre comme des idiots, ils ont bien dû se fatiguer. Qui plus est, l'absence de vivres, de vêtements, de soins dû grandement affecter la psyché de tous. Il a hâte de voir leur réaction à tous quand un peu plus de 8 heures passent à trimer la terre. La nourriture qu'ils attendent désespérément sera donnée à d'autres. Et ce, arbitrairement, par celui ou celle qu'ils considèrent comme leur chef. Le désespoir et la folie de la foule sera un spectacle à ne pas rater. De retour au cœur de l'unité 25, ces hommes de mal lui demandent si sacs sont remplis de vivres. Ils n'ont jamais été traités aussi bien. Alexei leur explique qu'il est allé bien plus loin que d'habitude. Pour le coup, c'est un véritable cauchemar de rentrer vivant en un seul morceau. Eh bien, en tout cas, de ce qu'ils peuvent voir, sans valer la chandelle. Tous, en définitive, derrière leur leader, lui disent qu'ils apprécient ses efforts, mais par pitié qu'ils ne prennent pas trop de risques. Sans lui, ils sont tous aussi bons morts. Oui, ça il le sait, mais qu'il ne s'inquiète pas. Il reste là pour eux. Passe un coup de fil au même moment. Alexei signale que les ressources sont prêtes à être distribuées.
distribués. Prenant un sac, il en fait appel à la première unité, que le leader vienne récupérer son dé. En tout cas, Alexei est plutôt surpris de voir qu'ils ont tiré des leçons de leur tentative révolutionnaire. Ils ne viennent pas tous ensemble se condamner à mourir. Jetant le sac auprès des premiers venus, il leur dit que c'est à eux, ils peuvent disposer. Une fois les distributions terminées, Alexei invite les membres de son immeuble à se reposer un peu. À l'avenir, ils pourront profiter de plus de repos, merci au travail des unités voisines. Mais ils ne doivent pas pour autant ni abandonner ni réfuter leurs forces. L'espoir se dessine dans l'horizon, et il est sûr qu'un grand futur les attend. Tous exultèrent devant ce discours. Les sacrifices qu'ils ont faits, les horreurs qu'ils ont endurées, tout cela paye enfin. Allez, sur ce messieurs, que tout le monde rentre chez soi. Ils ont encore beaucoup de travail demain. Mais encore une fois, tous avancent dans la bonne direction. Quittant les lieux, ils sont tous unanimes. Grâce à Alexei, leur niveau de vie a pu drastiquement augmenter. Certes, mais là, il est claqué. Ils ont tous mérité une bonne nuit de sommeil. Et c'est surtout après avoir goûté quelques rations qu'Alexei leur donna. Celui-ci est ravi de voir que même du côté de son clan, les choses se déroulent à merveille. Une fois rentré, Luka dit à Alexei que le repas est prêt. Ils peuvent passer à table après sa douche. Ça lui va. Mais alors qu'il se remet de tout ce stress par une bonne douche chaude, il sait au fond que ce statu quo ne durera longtemps. Quoique du moment qu'il arrive à se débarrasser de tous ses gêneurs, il pourra quitter les lieux, se trouver un meilleur endroit. Il pourra recommencer sa vie. Du côté de l'unité 21, Terren revint les mains pleines de la distribution journalière d'Alexei. Dragomir se rue vers ce dernier, ouvrant le sac qui sort le paquet de cigarettes qu'Alexei lui avait promis. Mais à l'arrière, tous ces hommes étaient aussi en manque que lui, il supplée en cœur de lui en donner une. Mais Dragomir est guère enthousiaste à l'idée de lâcher du lest. Cependant, la frénésie de l'addiction se mêle à des pulsions de supplice. Se sachant dos au mur, il leur dit qu'il a mis sa vie en jeu pour obtenir ses clopes. Qui se calme, bordel! Mais ils sont frères d'armes, ils doivent partager. Dragomir ne peut renier. Bon, c'est d'accord, ils vont partager. Par contre, il attend de qu'ils mettent les bouchées doubles. Compris, boss, compris. Bon, il va procéder à la distribution des ressources. Il y en a assez pour tout le monde. Chacun grignote à son bout de pain en silence. Cependant, Dragomir imagine qu'Alexei a probablement empoisonné une partie des rations. Mais enfin, il y a peu de chances qu'il se débarrasse d'eux. Il voudra sûrement au contraire faire baisser le nombre de bouches à nourrir à petit feu. De toute manière, ils n'ont pas d'autre choix que de se reposer sur lui. Et puis, ce n'est pas si mal de pouvoir enfin avoir à manger sans faire grand chose. Mais tout ce monde encore en vie, qui pouvait enfin rêver grâce à Alexei, ceux qui en échange de leur labeur obtiennent de quoi se repaître, se bercer d'un espoir tangible mais qu'illusoire par les desseins d'Alexei. Ce monde sans violence et sans fin, un monde de paix. Personne ne verra rien de ce rêve. Le lendemain, Alexei pouvait entendre les cris de rage des laboureurs. On leur a promis de quoi manger en échange de leur travail. Elle est où la nourriture, hein? Oh, ils ont rien branlé, ils ont demandé à bouffer. Ils les prennent pour des cons ou bien? Tiens. Les conflits internes auraient déjà commencé. Luka lui demande pourquoi tout ce tumulte en bas. On va t'en savoir, mais enfin, ça ne les regarde pas. Bien qu'en continuant d'effuser leur dernière force au travail, dans la colère, il s'agit néanmoins de la seule chance de survie, débutant épuisé, vidé, émacié et accablé. Ce plan fonctionne bien mieux qu'il ne l'aurait imaginé. La crise arrive à une vitesse phénoménale. Se rapprochant de Stan, il lui explique qu'avec les pénuries alimentaires dans les autres unités, les tensions ne vont cesser de s'accroître. Ce n'est qu'une question de temps avant que la situation n'échappe à tout contrôle. Il doit être extrêmement précautionneux et évite à tout prix d'être impliqué dans toute situation dangereuse pour lui. T'inquiète pas, Alexei, il connaît ses limites. Laissant les rênes à Stan, le roi part une fois de plus en quête de ressources. Le blizzard continuant sa déferlante. Les esprits écroués par cet enfer revivaient devant les ressources qu'apportait Alexei. Ce dernier leur dit qu'ils se sentent désolés pour eux tous. Mais ils sont dans le même bateau, après tout. Comment était la nourriture d'hier? Délicieuse! À vrai dire, ils étaient tous en pleurs tellement c'était bon. Excellent alors! Il est ravi d'entendre ça. Et rassurez-vous, rien n'est gardé en réserve. Tout ce qu'il peut récupérer leur est donné directement. En tout cas, des retours comme les leurs, ça le motive à continuer ses missions de ravitaillement, ça. Missions qui éventuellement seront d'aucune utilité. Ce repas sera leur dernier. Que tout le monde s'insurge contre leur despotisme! Les premières insurrections devant les empoisonnements, les morts d'épuisement, les rations promises jamais délivrées, hier les premiers assassinats du peuple contre les responsables. Alexei sifflotait au rythme des défenestrations. Mais la mélodie de la mort était loin de s'arrêter. Il a vraiment hâte que le lendemain vienne. Le jour venu, lui et son acquisition sorcier s'arrêtaient devant le carnage qui eut lieu la veille. La neige encore tendre put amortir la chute de certains, bien qu'au final leur mort fut inévitable par la torture du froid. Cependant, les plongeons forcés ne furent pas les seuls vecteurs d'horreur à travers le quartier. L'ensemble des unités étaient, ici et là, peintes de sang. Stan demande à Alexei s'ils doivent continuer de procéder comme les jours précédents. Bien sûr, s'ils veulent avoir de quoi se nourrir à l'avenir, ils doivent continuer de travailler, sans quoi, ils finiront comme eux. La terreur s'est pris de tout le groupe qui précédait Alexei. Oui, ils vont aller travailler. Cependant, Stan constate qu'aucun habitant des autres unités semble sortir pour travailler. Oui, ces idiots semblent s'imaginer libres. La nuit dernière ne marqua que le début du conflit qu'il a soigneusement préparé. C'est-à-dire, son plan est simple, Stan.
provoquer la dissolution des dynamiques de pouvoir au sein de chacune des unités. Les habitants qui ont prêté leur confiance en chacune des figures charismatiques au pouvoir des 28 autres unités vont par leur insurrection du manque de rations promises provoquer l'effondrement des dites unités. Une fois plongés dans l'anarchie, ce sera d'une simplicité déconcertante pour eux de les éradiquer tous ensemble. Mais avec une population toujours aussi dense, c'est impossible de se débarrasser de tous en une nuit. Ils vont pouvoir se délecter à moyen court terme de leur déchéance à tous. Stan était pour la première fois horrifié par la folle vilainie de son ami. Mais que devrait-il faire en attendant? Pourquoi s'immiscer dans leurs affaires? Ils n'ont pas besoin d'eux pour s'entretuer, non? Alexei ponctua son travail de désagrégation d'un simple message sur le groupe de négociation des maîtres d'unité. S'il ne voit toujours pas la moindre trace de progrès vis-à-vis de leur plan d'autosuffisance d'ici demain, il ne pourra pas garantir leur ravitaillement alimentaire. Cigarettes comprises. Les jours suivants, Alexei et Stan contemplaient en surplomb l'avancée du travail des pseudo-agriculteurs désespérés. Cela dit, le premier constate que ça en fait déjà un tiers en moins. Tout avance plus vite qu'il ne l'eût prédit. Mais Stan interrompt ses réjouissances. Ces personnes savent très bien qu'elles ne tiendront rien en échange de leurs efforts, alors pourquoi ne se rebellent-ils pas tous? Mais tout simplement parce que c'est à leurs yeux leur seule chance de survie, Stan. Réfléchis-y autrement. N'est-ce pas la moindre alternative de résoudre la crise alimentaire? Ce n'est que lorsqu'il n'y a plus aucune alternative que l'homme aura recours aux pires bassesses pour assurer sa survie. Pour l'heure, il se raccroche encore à un espoir d'autosuffisance irréaliste. La seule présence de cet idéal dans leur esprit suffit à faire tourner la machine du déni. Mais à l'arrière, Maria interpelle Alexei et lui demande d'attendre. Et elle veut lui reparler des termes de leur coopération. Si les choses continuent comme telles dans le voisinage, ce n'est qu'une question de temps avant que tout ne s'effondre. Même s'il ramène plus de nourriture, il y aura toujours du monde pour préférer avoir recours à la violence pour la voler. En somme, ce qu'elle essaie de lui dire, c'est qu'en l'état présent, la situation est vouée à dégénérer. Oui, eh bien... Puis au fond, c'est là tout ce qu'il attend. Maria lui dit qu'elle peut s'occuper de la gestion du voisinage. Elle a l'expérience avec ces sociétés. Il pourrait même rêver d'étendre leur empire à travers tout Saint-Pétersbourg. Et avec le Global Freeze, l'ordre s'effondre pour laisser place au chaos. Cependant, s'il travaille pour établir un royaume à proprement parler, ce ne serait plus un problème. Il peut en être le roi et elle ne serait que sa conseillère. Qu'en pense-t-il? Est-elle vraiment sincère? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. S'il persiste avec ce statu quo branlant, qui sait ce qui leur adviendra? Elle a réussi à faire coopérer autant de monde sous ses ordres avec cette rhétorique. Et pourtant, ces mêmes personnes qui sont dévouées à sa cause ont souffert de nombreuses pertes. Non? Comprenant où Alexei veut en venir, Maria est accablée. Comment peut-elle garantir qu'il ne sera pas le prochain à être assassiné alors qu'elle a trahi la confiance de tant de monde? Et pire encore, elle ose réitérer la même stratégie qui, du point de vue de tous les résidents de son unité, ont mené à leur déchéance à tous. Ce sont eux qui crèveront, qui ne l'incluent plus jamais dans leur schéma foireux. Mais Maria le supplie d'y repenser. Elle acceptera n'importe quelle condition. Scrutant le travail stérile et des machinations d'Alexei, celui-ci sidéré de voir qu'il n'y a toujours pas une nouvelle causalité. Lazare lui demande ce qu'il amène ici. Lazare, mon bon Lazare, par quel tour de passe-passe as-tu réussi ce petit exploit? Pardon? Toutes les unités ont été proies de violents tricks quant aux distributions arbitraires inégales des ressources. Cependant, la 18e, son unité, a été préservée des boucheries horreurs que tous ont pu voir. Il est simplement curieux quant à comment il y est parvenu. Quelle a été sa méthode pour étouffer l'info? Il n'a rien caché. Dès le début, il a pris le parti d'être complètement transparent, et c'est d'entrée de jeu. Il a révélé à tous ses semblables les résultats des négociations. Ainsi, et qu'importe la quantité de ressources qu'il leur est donnée, elle est distribuée de manière égale. Mais à vouloir se la jouer intelligent, il se condamne tous, lui y compris. Lazare, vous allez crever de faim. Certes, mais... Alexei, ne pourrait-il pas se montrer généreux envers eux? Contrairement aux autres, il continue le projet d'autosuffisance. Désolé, mais ça ne sera pas possible. Il se mettrait les 27 autres unités à dos. C'est un brave type, intelligent, par-dessus le marché. Il comprend bien qu'il risquerait sa vie s'il faisait ainsi. Mais bon, et s'il cherche son conseil, il pourrait, sans grande difficulté, vu ses talents rhétoriques, mobiliser une milice monopolisant les ressources dans le secret. S'il y a bien quelqu'un qui peut jouer politicien, c'est bien lui. Malheureusement, ce n'est pas par bonté de cœur qu'il agit ainsi. Il pallie à ses manques en faisant sorte de se mettre personne à dos, quitte à se sacrifier lui-même. Il est juste assez intelligent pour comprendre qu'il ne l'est pas assez pour employer les méthodes nécessaires pour qu'il s'en sorte. Lazare lui dit qu'il le sait. Mais quelles options lui reste-t-il? Il va falloir goûter au risque, Lazare. Poussant un soupir, celui-ci alla retourner pelleter, bien conscient que ses méthodes vont devoir évoluer. Plus haut, Mireille et Dragomir étaient allés rejoindre Alexei, lui demande s'il ne part pas en expédition aujourd'hui, et à moins que ce soit déjà chose faite bien sûr. N'empêche, il lui en offre une belle pour tout ce qu'il a fait pour eux. S'il a besoin de lui, Dragomir lui assure qu'il peut compter sur sa personne. Mireille est sur la même longueur d'onde. Bien qu'ils essaieront, ils ne pourront jamais lui retourner l'appareil à hauteur de ses efforts. Il a leur vie à tous entre ses mains. Messieurs, ça fait plaisir de les entendre parler chaleureusement comme ça. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, qu'ils n'hésitent pas, il fera de son mieux. Plus tard, il était l'heure pour Alexei de procéder à la livraison journalière de nourriture. Mais l'un de ces hommes l'interpelle et lui dit qu'il a appris qu'il livre des cigarettes à Vikrov, Antonovitch et Komarov. Et il pourrait pas lui enfiler un peu aussi. Tous ayant entendu l'indiscrète conversation lui disent qu'il ne peut pas faire preuve de tel favoritisme. Il ne demande rien d'excessif, juste un paquet par jour, c'est pas énorme pour des fumeurs. Alexei, feintant l'accablement, leur dit qu'il ferait de son mieux pour s'accommoder à leurs besoins. Dès demain, il fera en sorte de leur trouver des cigarettes, c'est promis. Une fois tous ces petits mondes partis, Yakov interpelle Alexei. Il se montre bien trop généreux avec eux. Stepan est bien d'accord. Leur donner de la nourriture est déjà un geste bien grand de sa part. Ils ne savent pas se montrer gré de ses efforts et en demandent encore plus. Alexei, retournant à l'intérieur de son unité, leur dit que leurs demandes ne sont pas déraisonnables.
Il ne peut être injuste en refusant des demandes qui n'impliquent pas de grands efforts. Il sait qu'au fond il s'inquiète pour lui, et il apprécie ça, mais ça ira. Quoi qu'au fond, ce n'est pas une question d'inquiétude, mais d'injustice qui taraude les esprits de l'Inquisition. De quel droit ces porcs pourraient-ils vivre aussi confortablement alors que se crèvent à la tâche? Allongé en train de se reposer, Alexei constate que l'heure est bientôt venue. Les rixes de la veille ont bien dû éliminer au moins 400 individus. Cela dit, les probabilités que de nouvelles dissensions internes s'échauffent jusqu'à un tel éclatement sont relativement faibles. Mais bon, ce n'est pas plus mal, puisque tout le monde a ainsi plus ou moins baissé sa garde. Mais enfin, ça ne l'invite qu'à prendre une initiative rapidement, puisqu'à long terme, c'est lui qui en pâtira. Dès demain, Saint-Pétersbourg sera témoin d'un tournant décisif de son règne. Pillant un énième supermarché pour répondre aux exigences du contrat de coopération des maîtres d'unité, il va cependant s'amuser à élever un tout petit peu les denrées. Grâce à un soupçon d'arsenic autant sur la nourriture que l'alcool et le tabac, il est sûr de tous les emporter. S'étant allumé une clope une fois le travail fini, Alexei se demande si tout cela arrive déjà à sa fin. Tout avance bien rapidement ces derniers jours. Il aurait eu pensé qu'un espion de son unité se serait manifesté, quelqu'un qui peut être à la solde de l'un des maîtres, si ce n'est de leur coalition entière. Mais bon, peut-être que leur négligence à agir est précisément due à cet infiltré. Ils attendraient ainsi le moment opportun pour agir, ou bien est-il simplement paranoïaque? De toute manière, il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Dès le moment où il a pu se constituer l'arsenal qu'il a aujourd'hui à sa disposition, ça n'a toujours été qu'une question de temps avant que sa victoire ne puisse résonner à travers Saint-Pétersbourg. Qu'importe leur complot, ils ne valent rien devant son écrasante force brute. Le soir venu, l'heure des rations sonna comme à l'accoutumée. Cependant, et puisqu'Alexei compte faire de cette soirée la première lune violette, nuit de poison, il fit venir les forces de l'Inquisition pour assurer sa sécurité. Il leur demande de rester ici pendant qu'il les appelle pour collecter ce qu'il a ramené. Celui-ci, voyant les autres unités débarquer, il leur dit tout sourire de se mettre en rang pour collecter leurs ressources. Mais intérieurement, il trouve cela bien difficile de se retenir d'hurler de rire. Son plan de longue haleine est sur le point d'arriver à terme, signant son plus grand succès. Messieurs de l'unité 21, à votre tour. Dragomir, comme à l'accoutumée, était tout sourire. Mais alors qu'Alexei se retourna pour sortir leur ration, l'expression de Dragomir se noircit sévèrement. Sortant une arme à feu, il compte bien abattre Alexei Risenko. Ce dernier ne réalisa que bien trop tard qu'il est celui d'être tombé dans leur piège. 3 coups de feu partirent, mais pas avant que Stan ne s'interpose pour protéger son ami. Stan! Mais derrière lui, Yakov s'approcha pour abattre le tyran sans allié. Cependant, et avant même qu'il ne puisse agir, Alexei sortit la dimension un Kalachnikov, lequel fit bleutir le visage désormais accablé par la peur du traître Yakov. Il ne répétera pas la même erreur 2 fois. Il a voulu leur offrir une mort douce. Il leur fera comprendre qu'il a toujours été le seul à régner ici. Déchargeant chargeur après chargeur sur les traites de l'Inquisition, il se retourne vers l'unité de Dragomir et Terran. Mais doit-il sortir ce putain d'engin des enfers? Cependant, la cascade de balles continue son impitoyable déferlante. L'éradication d'urgence terminée, il balance Sunset modifié vite de balles sur la neige. Desert Eagle d'un côté, Glock de l'autre, il bénit Stan pour son sacrifice. Repose en paix, mon frère. Il s'assurera que son sacrifice n'ait pas été vain. Mireille Dragomir et Maria essaient d'échapper à la tuerie, mais Alexei n'épargnera personne. Maria hurle qu'elle n'a rien à voir avec ça. Elle est venue le voir d'elle-même l'autre jour pour l'investir comme roi. Elle n'aurait jamais comploté contre lui. Puis elle est une fille de 13 ans. Elle doit survivre pour elle. Elle attend son retour. Le tsar est mort. Adieu. Ils ont fait de lui l'homme à battre. Mais lui seul, tel le loup blanc, survivra. Quitte à les éliminer tous un à un. Quiconque se présente comme son ennemi connaîtra la même fin. Mais une fois l'adrénaline du meurtre derrière lui, Alexis se retourne vers celui à qui il doit la vie. Stan! Ayant sorti une seringue d'analgésique qui va se battre pour qu'il survive. Appelant ceux qui visiblement n'étaient pas dans la combine de Yakov et de maître d'unité, il leur arrive de venir l'aider. Oui, ils arrivent. Portant Stan sur un brancard, Alexis leur demande de l'amener jusqu'à son appartement. Alice, en sécurité à l'intérieur, tomba sur celui qui prit soin d'elle, entre vie et mort. Et supplie son cher Stan de survivre. Sans lui, ils sont condamnés. Ni Asia ni elle ne pourront survivre. Alexei enrage et lui demande de la fermer. Stan s'est sacrifié pour lui, qu'elle ne fasse pas honte à sa bravoure. Mais l'ignorant complètement, il continue de s'adresser aux blessés. Se croit-il brave à sacrifier pour autrui en abandonnant une veuve et une orpheline? Elle demande enfin à Alexei s'il va s'en sortir. Reprenant son calme, il lui répond qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Il entre de bonnes mains. Alors que les deux improvisés brocardiers gravissent les étages, Alexei répond à Alice qu'il met tout en jeu pour permettre à Stan de survivre. Avec Luca de leur côté, il a une chance inespérée de réchapper à ses blessures, et ce malgré le Global Freeze. Alice lui demande s'il est sûr qu'elle en est capable. Luca était médecin en chef au CHU de Saint-Pétersbourg. S'il y a bien quelqu'un capable de sauver son frère de cœur, c'est bien elle. Mais en larmes, elle lui dit que si son mari vient à périr, il ne tiendra plus à vivre. Mais pour sa fille, pourra-t-il s'occuper d'Asia pour elle? Stan est toujours en vie, elle prépare déjà leurs funérailles à tous les deux. Non, c'est pas ce qu'elle veut dire. Elle veut juste qu'ils survivent, mais elle a peur.
laissant Alexei filer en direction du 24ème. Il sait très bien que Stan représente son unique chance de survivre, autant elle qu'à sa fille à travers Alexei. Puisqu'il a décidé de se sacrifier pour lui, il devra le lui rendre. Il devra se sacrifier aussi en partageant son appartement et ses ressources. Une fois à l'entrée de son appartement, les brancardiers venaient déposer Stan au sol. Cependant, Alexei confie à Alice qu'elle ferait mieux de rentrer chez elle. Ils vont opérer Stan et ça risque d'être particulièrement graphique. Et puis il n'y a rien à quoi elle peut réellement servir en restant ici. Mais se jetant à terre aux côtés du blessé, elle lui répond qu'elle ne peut le laisser seul. Il a besoin de quelqu'un qui l'aime à ses côtés pour survivre. Considérant ces quelques mots, il peut bien lui accorder cela pour son ami. Ouvrant la porte de son domicile, Alice les larmes aux yeux en trouvant enfin le bout du tunnel. Du chauffage, de la nourriture fraîche, du confort. Elle va enfin pouvoir vivre. À l'arrière, Luca et Alexei qui fit rentrer Stan ne reviennent pas de voir l'absence de gêne d'Alice qui se servit à boire comme si de rien n'était. Tout juste désaltéré, elle se rue vers le propriétaire des lieux, lui demande s'il a du lait en poudre. Ferme ta grosse daronne. Asia, besoin de boire aussi. Stanislas ne souhaiterait que le meilleur pour Asia. C'est pour ça qu'elle vienne les aider, sinon elle et sa fille vont passer par la fenêtre. Alors qu'Alice et Luca transportent Stan vers la pièce du bureau, Alexei fait rentrer le mobilier de celui-ci dans la dimension avant d'en sortir une table d'opération. Ah, Alice lui demande d'où vient cette table. Ferme ta gueule. Se retournant vers Luca, il lui demande de faire tout son possible pour sauver Stan. Qu'elle lui dise de quel médicament et matériel elle a besoin, il s'occupera de lui trouver. Elle va faire de son mieux, mais qu'il lui donne une seconde pour qu'elle sache de quoi elle a besoin pour Stan. Alexei lui demande quelle est la situation. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour Stan? C'est du sérieux. Les balles ont pénétré profondément et quelques organes sont touchés. Même sans glaciation, ce pronostic vital est sérieusement engagé. Compte tenu de leur manque de ressources, ce serait un miracle qu'ils s'en sortent. Alice s'effondre en larmes. Mais comment elle devenir sans lui? Putain, ta gueule! Surtout qu'elle obéisse à ses ordres vis-à-vis de l'opération. Et s'il arrive quoi que ce soit à cause d'elle, elle pourra en deviner les conséquences. Elle va attendre dans le salon. Elle ne sert à rien ici de toute façon. Quittant les lieux, elle sait qu'elle ne doit pas se mettre à dos Alexei. Elle est un pas de pouvoir rester vivre ici. Elle ne doit surtout pas gaspiller cette unique chance. Mais Alexei s'interpose. Son mari est entre la vie et la mort et elle se moque de son sort. Elle va rester ici et aider, que ce soit éponger Luca ou lui apporter ce dont elle a besoin. Compris? Alors qu'il sort son pistolet, il lui dit que même si elle ne sert à rien, elle a bien dit que sa présence aux côtés de Stan était nécessaire plutôt, non? Au risque de se répéter, elle va rester ici assister Luca. Lui doit s'occuper des conséquences de la trahison de Yakov. Au rez-de-chaussée, le reste des forces de l'Inquisition explique à Alexei qu'ils n'ont rien à voir avec les manigances des autres. Ils n'ont rien contre lui, lui sont toujours loyaux, quoi qu'il advienne. Alexei leur répond qu'il les a entendus. Pour prouver leur bonne foi, ils le rejoindront pour une opération de vendetta. Ceux qui ont obtenu leur confiance à travers la signature d'un traité de coopération vont goûter aux fruits des graines qu'ils ont semées. Dès ce soir, ils entrent en guerre contre les 28 autres unités. Mesdames, messieurs, la grande guerre de Parnasse est désormais ouverte. Une opération de vendetta, la grande guerre de Parnasse, avec juste eux. Mais c'est impossible compte tenu de leur nombre. Est-ce qu'il aurait plus d'un tour dans sa manche? Ce dernier leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Il va s'occuper de tous ceux à l'intérieur des buildings. Eux n'auront qu'à surveiller le périmètre d'action. S'ils voient la moindre personne essayer de fuir en sautant par une fenêtre, ils n'auront qu'à aller au contact à s'en débarrasser au couteau. Au pied de l'unité 21, pièce maîtresse de la trahison, Alexei ordonne à ses derniers hommes de confiance d'encercler l'immeuble. À travers les différents étages de la tour, l'on avait parfaitement compris quelles sont les véritables intentions d'Alexei Risenko. Tous se savent condamnés. Ils vont mourir des mains de ce monstre. Mais pourquoi devraient-ils avoir peur? C'est leur territoire. Les vraies forces de son armée étaient acquises à leur cause. Maintenant qu'il les a tués, il n'y a plus personne à craindre. Même s'il charge avec ses flingues, il ne sera jamais capable de tous les abattre, surtout s'il se rue sur lui. Faites bien attention aux fenêtres. Il va s'occuper seul de vider l'unité. Mais au fond, l'on se demande comment il compte bien s'y prendre à lui seul. Une fois à l'intérieur, il est soulagé de voir que personne n'est encore descendu. Sortant du matos de la dimension, c'est avec de l'essence qu'il compte jouer de ses mongoloïdes. Des fenêtres, l'on ne comprend guère ce qu'il se passe. Pourquoi a-t-il fait entourer l'immeuble de son armée? Mais au fond, tous étaient loin de s'imaginer quels sont les réels plans d'Alexei. L'essence délicatement déversée à travers le rez-de-chaussée, il va leur faire un présent à tous. Il fait si froid dehors, quel malheur ce serait de tous les laisser trembler, frigorifiés. Il va leur allumer un magnifique bûcher, duquel ils iront voguer sur le fleuve des enfers. Jamais les tuyaux de gaz ne résisteront au choc thermique. Le feu ayant pris instantanément confirma sa théorie, et Alexei peut quitter les lieux bien sereinement. Sortant triomphant tel le roi qu'il est, derrière lui, l'immeuble est en train de se faire enfumer par l'incendie. Mesdames, messieurs, c'est votre tour désormais. Les habitants des différents étages essaient d'ouvrir les fenêtres pour faire sortir la fumée, mais celles-ci sont toutes gelées. Putain, elles sont impossibles à ouvrir. Qu'il ne gaspille pas son énergie. Même s'il brise la vitre, il ne pourrait pas faire sortir toute la fumée. Il doit fuir. Cette vue, il y en a un qui ça lui rappelle la fac. Il y avait toujours des gus un peu concons pour s'amuser autour de feu comme des païens abrutis. Mais enfin cette fois ce feu lui arracherait presque un sourire. C'est un paysage si beau par sa grandeur. Rien à voir avec ce qu'il a pu voir par le passé. Mais voilà que les premiers plongeons commencèrent sous les regards horrifiés des derniers alliés d'Alexei. Il a fait de cet immeuble une prison, de laquelle seules quelques fenêtres peuvent permettre un échappatoire vers la mort. Encore faut-il avoir le courage de défier le vide.
Mais peu à peu, tous compris où résidait leur seule option de survie. Mais malgré les supplices de ceux qui brûlent vivants, ils ont survécu à la chute. Les ordres d'Alexei sont rois. Ceux qui ont tant pâti des accords de coopération ne sont pas prêts d'y déroger. Le torrent de coups de poignard pouvait s'abattre sur les malheureux. Mais tous n'avaient pas pour autant sombré dans la contagieuse folie de leur chef suprême. Pavlov félicite Merelai, bien qu'estomaqué par ce spectacle. Il est plutôt bon. Mais se retournant vers son vieil ami, Merelai lui dit que tout le monde travaille main dans la main pour soutenir Monsieur Risenko, duquel ils dépendent. Il ne peut pas se permettre de ne pas mettre la main à la pâte. En voilà un de plus. Il va continuer de se faire la main. Le roi du Global Freeze regarde avec sérénité ses fiers soldats accomplir ses ordres. Les flammes sont vraiment belles. Si seulement ils pouvaient faire ça plus souvent. Mais du côté de l'unité voisine, l'on comprend bien que s'ils ne font rien, leur tour sera bientôt venu. Ils ne peuvent se contenter de rester là, attendre la mort. C'est bien ça, mais que peuvent-ils faire? Affronter Alexei en face à face? Le plan de la coalition s'est retourné contre eux. Ils ne peuvent rien faire face à un type aussi impitoyable que l'autre monstre de Risenko. Pas la peine de s'inquiéter comme ça. Il ne partira pas en croisade non plus. Il n'est pas fou. C'est vrai. Et à chaque crime c'est coupable. Il n'a pas de raison de s'en prendre à eux. Une fois la première purge finie, le roi Risenko menant la marche invite son armée à le suivre vers la cible suivante. Tous les bouchers étaient pris d'une sévère insanité, les poussant à se délecter de leur prochain meurtre. Face à l'unité 26, les ouvriers de la maison Komarov hurlent à Alexei que Mireille est déjà mort, il l'a tué. Eux n'étaient pas impliqués dans ses plans et les regrettent sincèrement. Ils le supplient tous de ne pas s'en prendre à eux, ils sont réellement innocents. Des innocents pleins de regrets. Et ils ont sérieusement le culot de lui sortir ça à lui. Chacun d'entre eux a au moins 5 assassinats à son actif et ils osent parler comme des anges, blancs comme la neige. Pas à lui. De plus, qu'il soit innocent ou non ne change rien à ses plans. Il est déterminé à tous les éradiquer. Les ruissellements de l'essence s'écoulaient au rythme des flammes. Les unités des 5 mètres de la coalition furent incinérées, leurs habitants vivants y compris. Chez les autres unités, l'on n'en revient pas d'une telle folie meurtrière. Il a réussi à se venger de l'embuscade en une seule nuit. Mais à vrai dire, bien qu'Alexei aurait souhaité continuer, c'est bien trop ambitieux que d'essayer de se débarrasser de tous les complexes résidentiels de leur district en un seul coup. Cela dit, jamais Parnasse ne vit et ne reverra une telle performance. Mais enfin, il va ponctuer à travers quelques efforts superficiels. À travers un haut-parleur, il leur dit à tous que lui, Alexei Risenko, rend toujours au centuple à ceux qui ont s'opposé à lui. Cependant, il n'est pas du genre à s'en prendre aux innocents. Tous ceux qui furent et sauront se montrer généreux à son égard ne feront pas les frais de sa vendetta. Le soulagement pouvait se lire sur les visages alors que les exultations résonnaient à travers le souffle du blizzard. Qui plus est, au final, ces quelques meurtres pourraient faire de rallier plus de monde à sa cause, perçu alors comme une juste rétribution à l'encontre de ceux qui s'en sont pris à lui. Se retournant vers les forces de l'Inquisition, il leur dit que ça suffit pour aujourd'hui. Il est l'heure pour eux de rentrer, de profiter d'un repos bien mérité. Mais tous ne sont pas du même avis. Il fait bien plus chaud ici, il faut continuer de profiter un peu. Oui, si c'est pour éviter de retourner au froid, c'est pas plus mal de rester ici. Faites comme vous voulez. La névrose est telle que l'on va jusqu'à jeter des corps humains avec sourire dans le brasier. Ce n'est plus que du bois de chauffe pour se déranger. De retour sur les lieux de la fusillade, Alexei, devant les dépouilles de Yakov et Stepan, ne comprend toujours pas pourquoi ils se sont retournés contre lui. Il y en a qui méritent de mourir. Il y en a qui ne font que ce qu'ils ont à faire pour survivre. Mais ces deux-là ont toujours été droit dans leurs bottes, toujours agi pour lui. Alors pourquoi? Prenant le téléphone de Stepan, il parvient à déverrouiller celui-ci et ouvrir l'historique des messages. Alors voilà pourquoi. De retour dans la salle d'opération improvisée, Alexei constate au bruit du cardiographe de la paisible atmosphère que Stan est sûrement sorti d'affaire. Félicitations Lucas, il est aussi fier d'elle qu'il lui est redevable. Mais celle-ci lui répond qu'elle est simplement heureuse d'avoir été utile. À l'arrière, Alice interpelle Alexei. Asia et elle n'ont rien mangé en 24 heures. Pourrait-il peut-être leur préparer quelque chose? Mais c'est qu'elle continue de gratter celle-là. Ils doivent d'abord se concentrer sur la guérison de Stan, compris? Mais il laisse tout de même tomber un paquet de nouilles de vraisemblablement nulle part, du moins du point de vue d'Alice, laquelle lui demande d'où elle sortent. Il était magicien à mi-temps avant le Global Freeze. Bref, elle est l'épouse de Stan, il ne va pas la laisser elle et sa fille mourir de faim. Aurait-il quelque chose d'autre que des nouilles instantanées? Elle a vu des œufs dans le frigo et il y a des os de poulet dans la poubelle. Là où Lucas avait des envies de défenestration, Alexei commençait sérieusement à en avoir marre de l'autre sans gêne. Si elle est pas contente, elle peut retourner bouffer de la neige aussi. Non, c'est pas mal les nouilles. Plus tard, et une fois changés, les deux amants retrouvèrent un peu de calme dans leur chambre. Lucas, s'asseyant sur le lit, dit à Alexei que la situation de Stan est stable. Par contre, ils prennent des risques d'avoir Alice ici. Pas d'inquiétude, elle ne sera pas une gêne. Plaçant stratégiquement son doigt qui tend faire vibrer Lucas, il lui demande si Stan veut pouvoir guérir ou s'il s'agit d'un maigre rebond avant la fin. Ses blessures étaient vraiment profondes et il a perdu beaucoup de sang, malgré leur absence de poche sanguine. Elle pense qu'il va s'en sortir. Redescendant sur la cuisse, Alexei s'excuse. Il n'a pas pensé aux poches sanguines lors de ses préparations. Comment elles réussissent, hein? Lucas lui révèle que son rythme cardiaque s'était presque arrêté, mais de nulle part, son corps a subi une sorte de réjuvénation.
quoique, plutôt une sorte de régénération. Sa vigueur physique lui est soudainement revenue, alors que dans le même temps, ses saignements se sont mis à diminuer. Alexei comprit immédiatement la raison derrière cette guérison miraculeuse. La cause principale derrière le Global Freeze n'est autre que la présence de rayons gamma venus de l'espace sur Terre. C'est sans aucun doute grâce à eux qu'il a pu obtenir cet étrange pouvoir de stockage. Maintenant, si l'on admet cela, pourquoi serait-il le seul à avoir été affecté? Il est plus que probable que partout sur le globe, d'autres individus aient éveillé des pouvoirs qui leur sont propres. L'état de Stan doit s'apparenter, chez lui, à sa résurrection et à son accès à la dimension secrète. Au précipice de la mort, il aurait ainsi éveillé un pouvoir. Ça voudrait dire que c'est à partir du moment où l'on frôle la mort que les conditions sont remplies. En d'autres termes, il ne serait pas vraiment mort la dernière fois. Il aurait plutôt fait un bond dans le temps, puis obtenir cette dimension secrète. Si frôler la mort est une constante absolue, ça voudrait dire qu'il faut que le pouvoir permette, d'une manière ou d'une autre, de survivre, que ce soit un bond dans le temps ou une régénération, qu'importe. Ça implique également que puisqu'énormément de personnes sont décédées, il y a une infinité de pouvoirs en deux temps qui peut exister. Il est aussi possible que les rayons n'affectent que certaines personnes, mais la coïncidence est grosse. En tout cas, il semble que la condition de défier la mort soit juste, autrement il y aurait bien plus de pouvoirs éveillés et tout le monde aurait été au courant de leur existence. Hormis que ce n'est pas le cas et que dans tout Parnasse, il semble qu'il n'y ait que 2 personnes ayant éveillé des pouvoirs. Cela dit, sans lui, Stan n'aurait probablement pas survécu, malgré sa régénérescence, donc il ne peut être sûr de rien. Il ne reste que des hypothèses, dont seul l'avenir a la réponse. Alexei dit à Luka de ne donner que des relaxants et des sédatifs à Stan à partir d'aujourd'hui. Pour le dosage, qu'elle s'assure que ses mouvements soient sous contrôle. Par contre, il ne faut pas que ça affecte négativement sa guérison pour autant. Celle-ci comprend immédiatement où il veut en venir. Est-ce que Stanislas serait en train d'éveiller une sorte de pouvoir comme lui? C'est on ne peut plus probable. Cependant, il n'a aucune connaissance sur le sujet, simplement son expérience personnelle et ses théories. En somme, ce qu'il craint, c'est que Stan se réveille et, pris d'une rage incontrôlable, se mette à tout détruire. Qui sait jusqu'où peut aller cette sorte de régénération? Oui, concernant les administrations médicales, ce n'est pas un problème pour elle. Merci, Luka. Va te reposer tôt ce soir, tu le mérites plus que tout. Mais quid de Stan? Il compte laisser Alice s'occuper de lui? Elle a beau être particulièrement chiante, elle n'est pas idiote pour autant. Elle sait très bien que s'il arrive quoi que ce soit à Stan, c'est elle qui sautera immédiatement. Ce n'est pas une source d'inquiétude. Interpellant Alice, laquelle épile les lieux comme un Parisien perdu en Dordogne, Alexei lui dit que puisqu'elle vit avec Stan au quotidien, elle peut bien s'occuper de lui cette nuit, non? Celle-ci lui répond qu'elle en fera ainsi. La laissant à côté de son ami, il a été tellement pris par les occupations qu'il n'a même pas eu le temps de s'occuper du véritable traître. Le véritable coupable derrière la trahison de Yakov et Stepan. Ou plutôt, la véritable coupable. Dans les couloirs du 15e étage, Alexei s'était préparé à se débarrasser d'une écharde qu'il a gardée bien trop longtemps. Faisant sauter la serrure à coups de balle, il put forcer la porte avant qu'Agathe ne se rue vers lui. Mais il peut encaisser le coup sans problème grâce au bouclier Ramsès qu'il récupéra au poste de police de Parnasse. Les chocs vrillaient les articulations d'Agathe, la faisant lâcher le couteau. Ça faisait bien longtemps, ma chère Agathe. Pas surprenant qu'elle ait pu vivre aussi longtemps. C'est aussi dégueulasse que désolant. Mais pourquoi il est encore en vie? Comment autant de personnes ont si piche de crever? Parce qu'elle croit que dévoiler le peu d'informations dont elle dispose aux pourris de la coalition et mettre dans la tête de Yakov et Stepan des raies inatteignables allait lui permettre de le faire tomber lui. Tout ce qu'elle aura réussi à faire est de devenir un monstre. Mais tout ça, c'est de sa faute! S'il avait été un homme, un vrai, qu'il avait attendu sur les qu'une semaine, elle aurait pu venir à lui! Mais comme c'est une lopette, il a préféré écouter les mensonges de l'autre pute! Il méritait mourir pour ce qu'il a fait! Agathe, elle lui a déjà fait perdre assez de temps. Alors qu'il la traîne par les cheveux, la Catal suffit de la laisser vivre! Elle veut pas mourir! Avoir l'audace de demander ça après tout ce qu'elle a fait, c'est déjà osé. Mais après tous les morts qu'elle a entraînés lors de la vendetta, après avoir bouffé sa meilleure amie, elle n'a que ce qu'elle mérite. Alexei, lâcha Agathe! Alexei! Agathe s'écrasa au sol. Cette mort est malheureusement bien trop douce pour elle. Écrasée dans la neige, Agathe Smirnov est enfin morte. Le lendemain, Alexei, à côté de Luka, lui demande comment va Stan. Il remonte la pente incroyablement vite. Sa régénération est au moins 10 fois celle d'un individu ordinaire. Incroyable! Continue comme ça, Luka. Celle-ci opéra, comme Alexei lui demanda, pour s'assurer de garder Stan perpétuellement sous contrôle. Du moins, tant que sa sanité est incertaine. Cependant, et à peine chose faite, qu'Alice revient faire chier des clous à Alexei. Elle a oublié son chargeur chez elle et... les couches aussi. Elle a un peu peur de sortir. Est-ce qu'il pourrait aller les lui chercher? Alexei sait très bien que certaines personnes, selon les types de coma, arrivent à entendre ce qui se dit autour d'eux. Il ne peut pas l'envoyer chier comme il l'aimerait. Il a 2-3 trucs urgents à faire dehors. Une fois que c'est réglé, il s'en charge. Après tout, il est l'heure de s'occuper d'un certain individu, une bonne fois pour toutes. Il n'en reste plus beaucoup après une journée pleine de nettoyage. De toute manière, ceux qui auront survécu ne représentent aucune menace. Continuer ne serait que du gaspillage de ressources. Ça ira pour les nettoyages aujourd'hui. Continueront ultérieurement. Cependant, un individu se retourne et se dirige vers Alexei. Il s'appelle Miloslav. Miloslav Aristov.
et il a un renseignement de valeur à lui vendre. Un renseignement. La quasi-entièreté du district a été annihilée. Il n'y a aucune info qui ait pu lui échapper. Il la lui vendra contre sa protection. Allez, j'aime parier. Je marche si je connais pas déjà l'info. Miloslav lui demande si le bunker du jugement dernier lui dit un truc. Il s'agit d'un abri qui date de la Révolution Rouge, rénové dans un luxe de débauche. C'est le fils du milliardaire Anatoly Neralski, Nikolai Neralski, qui se sera occupé des travaux. Est-ce qu'il sait où se situe le bunker? Monsieur Risenko, cette information vaut bien trop pour être révélée en détail au milieu d'autant d'oreilles curieuses. Il ferait mieux de rentrer pour en parler au calme en toute sécurité. Une fois à l'intérieur d'un appartement du second étage, vide de vie, Alexei lui demande de lui en dire plus. Le bunker du jour de l'apocalypse de ce Nikolai se situe aux abords du manoir de la famille Neralski, des oligarques dont la baraque a d'ailleurs été financée par Georges Alexandrovitch, le frère de Nicolas II. Ça aurait été un cadeau pour service rendu par l'arrière-arrière-grand-père, Osip Neralski. C'est une famille de tsaristes qui ont su garder leur pognon sous les bolcheviks. Rien que le manoir vaut des centaines de millions. Alexei constate que ce n'est pas si surprenant que ça, car des preuves du dernier tsar aient fait construire un abri. Mais pourquoi lui a-t-il révélé cette info à lui? Sans langue de bois, il ne désire qu'une chose en échange, devenir son associé en second, camarade et acolyte. Avec ses moyens et ses connaissances à lui, ils sont capables d'aller à la conquête du bunker. Tiens, question, comment a-t-il eu l'info? Il faut savoir entretenir de bonnes relations, ni plus ni moins, monsieur Risenko. Et pourquoi un type intelligent comme lui viendrait lui révéler une information si précieuse en échange de si peu? Admettons que son histoire ne soit pas seulement crédible mais réelle. Comment cela pourrait-il être aussi simple qu'il le laisse sous-entendre de partir le conquérir? Miloslav lui rétorque que cette information ne lui sert à rien pour cette même raison. À lui seul, il ne peut rien faire. Et il sait aussi que lui est particulièrement difficile en affaires. C'était là le meilleur moyen qu'il ait pu trouver pour qu'il puisse arriver à collaborer pour la conquête de l'abri des Neralski. Voyant qu'Alexei reste mitigé, Miloslav abat ses dernières cartes. En réalité, il est proche de Nikolai. Celui-ci l'a commandité pour l'amener jusqu'à lui, feintant une alliance pour qu'il puisse le dérober de son motoneige et de ses ressources. Mais devant la colère montante de celui qu'il était censé piéger, Miloslav lui dit qu'il a accepté pour pouvoir trahir Nikolai. Il a beau être audacieux, il n'est pas cinglé au point de s'opposer à lui. Et comment peut-il être sûr qu'il ne le trahisse pas après avoir révélé qu'il est prêt à trahir son employeur? Il est suffisamment intelligent pour comprendre qu'après en avoir dit autant, il n'y a que la mort qui l'attend, n'est-ce pas? Non, me bute pas! Tout ce qu'il a dit est vrai! Il a tout à y gagner à le croire! Tirant en l'air alors que Miloslav s'écroule à genoux. Il sait très bien que sa vie tient à un fil. Alexei, il lui jure qu'il ne lui ment pas! Il n'est pas venu pour essayer de le manipuler ou de le faire tomber. Ses renseignements sont véridiques! Ah! Dans ce cas, qui lui donne une raison valide de ne pas croire qu'il conspire contre lui pas plus tard que maintenant. S'il se montre convaincant, il réfléchira à le garder en vie. Il a bien vu ses talents de survie. À vrai dire, s'il y a quelqu'un qui peut tenir jusqu'à l'avènement du nouveau monde, c'est bien lui. Et puis, s'il rejoignait les rangs de Nikolai une nouvelle fois, il ne ferait que redevenir son souffre-douleur. À vrai dire, il a passé sa vie à son service. En plus, devoir s'écraser comme une merde devant lui et sa famille de pourris. Ce dernier jusqu'à se servir de sa petite amie comme d'un objet. Toute sa vie, il a été traité comme sa chose. Force à travailler dans les bas-fonds russes. Prostitution, drogue, la liste est longue. À cause de lui, il est devenu un pauvre gangster de bas étage. La risée du manoir Neralski. Il a dû renoncer à sa copine, son amour. Privé de relations amoureuses, la vie n'est pas belle. Mais voilà qu'une chose inespérée s'est présentée à lui. Le Global Freeze est venu. Il a compris qu'il devait survivre jusqu'à ce qu'enfin il obtienne la chance de tuer Nikolai Neralski. S'il accepte de coopérer avec lui, comment compte-t-il l'aider? Il peut jouer de ses connexions avec Nikolai et ses proches. Enfin tant son succès sur l'opération que ce fils de pute lui a proposé. Celui-ci mettra en marche son plan pour l'éliminer. Sauf que deux y seront préparés pour en riposter. Comment est organisée la sécurité de l'abri? Enfin, pour être précis, quels sont les moyens de défense dont il dispose? Avant qu'il lui dise, il doit agréer à ses termes. Du moment qu'il fait de lui son bras droit et qu'il lui assure de lui fournir de quoi se nourrir et un endroit sûr et décent où loger, il lui révélera. Mais par contre, à la moindre condition refusée, les négociations s'arrêtent là, il peut dire adieu à l'abri. Les négociations s'arrêtent là? Mais alors, dis-moi, Miloslav, quel est l'intérêt de le garder en vie? Il n'a rien à y gagner à le tuer. Il sait très bien que du moment que quelqu'un perd son utilité au sein de Parnasse, il le crève. Les renseignements dont il dispose sur le bunker des Neralski est son seul espoir de survie. Il s'est pas trompé. Il est tout sauf con. À propos des conditions qu'il a proposées, il va les accepter. Mais lui aussi en a quelques-unes à imposer. Surexcité à l'idée de pouvoir vivre, Miloslav n'y voit aucun problème, qu'il les lui liste. Premièrement, il doit lui fournir tous les détails du bunker, en particulier ceux propres à la sécurité des lieux, ainsi qu'aux armes dont il dispose. Aucun problème, il est déjà à l'intérieur. Il a l'essentiel là-haut. Excellent. Deuxièmement, il a besoin de son aide pour un assassinat. Ça marche aussi. Mais pourquoi aurait-il besoin de lui? Il est plus que capable d'éliminer quiconque ose le défier. C'est, disons, quelqu'un qu'il ne peut approcher directement. Mais qu'importe, il s'en viendra au fait le moment venu. Quant à sa dernière condition,
Une fois les détails finalisés, Alexei dit à son nouveau bras droit qu'il appelle affectueusement Milo d'aller en haut. Il a besoin qu'il aille récupérer quelque chose pour lui. Une fois les préparatifs terminés, Alexei a retrouvé Milo, lequel, à la vue de la mallette d'agent secret que son patron apporte avec lui, se demande ce qu'il peut bien voir derrière la tête. Il imagine aisément qu'il se doute déjà de quelque chose, et même s'il apprécierait continuer ses missions incognito, il doit lui révéler quelques-uns de ses secrets. Milo s'y attendait, mais vu ses compétences de tir et son arsenal, c'est soit un ancien militaire, soit un assassin. Il a vraiment réussi à s'associer à l'un des plus gros bonnets de Saint-Pétersbourg. Sa survie est assurée. Alexei lui dit que lorsqu'il officiait comme mercenaire, il a souvent rencontré des cibles irritantes. Mais s'il a toujours une méthode adaptée en fonction de qui il s'agit. Et en sorti une seringue, Milo lui demande ce qu'il fabrique avec ça. C'est un poison insidieux qui prend une semaine à faire effet. Il est d'ailleurs impossible pour la plèbe de trouver l'antidote. Seule la mort attend la cible une fois la solution injectée. Alexei, recule! Qu'il ne s'inquiète pas, il lui donnera l'antidote une fois le bunker du jour de l'apocalypse conquis. Ayant maîtrisé Milo, Alexei lui injecta le venin. Maintenant, ils sont officiellement partenaires dans le crime. Pas la peine de paniquer, Milo. Le poison ne fera pas effet avant 7 jours. Ça leur laisse bien assez de temps. Mais il est taré! Non. Il fait ça pour être sûr qu'il n'y ait aucune trahison, aucune suspicion. Il l'a dit lui-même, il a besoin de lui. Ainsi, si toi, Milo, tu meurs, tu peux dire adieu à ton espoir de bunker. Et l'inverse est également vrai aussi. Tu t'es dit, vois ma cause. Il va falloir assumer tes propos. Il retourne chez lui pour l'heure et lui donnera les informations complémentaires quant à sa première mission un peu plus tard. Compris. Entre-temps, il va s'occuper de contacter le bâtard de Neralski. Parfait, il apprécie ses prises d'initiative. En tout cas, l'effet placebo, c'est exceptionnel. Ce pseudo-poison insidieux n'est qu'un mirage, de la poudre de perlimpinpin qui va particulièrement bien avec son passé imaginaire de mercenaire. N'est-ce pas ironique que ce prétendu génie est tout gobé comme un idiot? Avec ça, il n'a plus aucun risque de trahison. Voyant Alice parler à Stan sur la caméra de surveillance, il ne peut croire en la bienveillance de cette charognarde. À peine rentré dans la pièce, que la cata se redresse comme si de rien n'était. Alexei, faisant comme s'il n'avait rien vu, dit à Stan qu'il est soulagé de le voir réveillé. Merci, Alexei. Si Luca et lui n'avaient pas été là, il serait mort comme un chien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il était dans le coma? T'inquiète pas, Stan. Concentre-toi sur ta récupération. Il s'occupe de tout le reste. Alice dit à Alexei que toute sa famille lui doit tout et il dépend de lui désormais. C'est bien vrai. Dès lors, il va s'occuper de leur petite famille. L'extérieur est trop dangereux. Ils l'ont bien vu. Stan lui dit qu'il n'en a pas les mots, mais Alice exulte de joie. C'est une promesse. Évidemment. C'est super. Elle va aller chercher quelques produits de nécessité pour Asia. Elle revient vite, qu'il ne l'enferme pas dehors. T'inquiète pas, va. Nickel. Elle revient aussitôt. À de suite. Maintenant qu'Asia et Stan sont à l'intérieur, ça ne fait plus aucun sens pour Alexei de la laisser dehors. Son plan est un succès. Mais à peine la voilà sortie qu'Alexei lance le signal à Milo. Ce cible est sorti et se dirige vers l'appartement 805, qu'il s'occupe de l'éliminer sans se faire voir. Il avait initialement prévu de se débarrasser d'Asia avec elle, mais ça lui est impossible de battre un bébé. Bon, ça c'est une chose, mais ça serait bien de lui trouver une maman, parce qu'il n'a pas que ça à faire, lui. Rentrant chez elle pour récupérer des couches et autres, Alice a vu son souhait exaucé. En pouvant vivre chez Alexei, ses chances de survie sont assurées. Mais à peine la porte ouverte qu'elle tomba sur Milo, prêt à la battre. Terrorisée, celle-ci n'arrive pas à réagir à temps et se fait violemment poignardée à mort sur la carotide. Les cordes vocales déchirées par l'assaut, elle ne parvient pas à crier. Mais Milo lui dit qu'elle n'a qu'à se blâmer elle pour ce qui lui arrive. L'aspirant assassin s'acharna jusqu'à terminer le travail. C'est terminé. Laissant la dépouille au milieu du couloir, Milo s'attelle à envoyer à Alexei le message tant attendu. Ce SMS arrache un sourire à Alexei sous le regard paisible d'Asia, laquelle avait les larmes qui montent. Alexei s'adresse à Stan. Il a pris une décision. Il va demander à Alice de s'occuper d'Asia ici pendant qu'il récupère. Quand la petite sera plus grande, et bien sûr, quand lui sera rétabli, ils pourront retourner chez eux. Il est désolé, c'est par sa mégarde que lui incombe une telle responsabilité. Surtout, son couple avec Luca risque de manquer de ressources, c'est par sa faute. Ne t'inquiète pas, et concentre-toi sur ton repos et ta guérison. Ils discuteront de l'avenir ensemble quand il sera sur pied. Mais tous deux furent subitement interrompus par le profond chagrin d'Asia. Mais pourquoi elle pleure? C'est Alice qui s'occupe d'elle en général. Refilant la patate chaude à Luca, il lui demande s'il peut trouver un moyen de la calmer. Mais elle s'est jamais occupée d'un bébé avant. Peut-être qu'il faut lui changer sa couche. Peut-être. Faisons sortir des couches de la dimension, il lui cède bon courage. Retournant à côté de Stan, Alex lui demande s'il sent quelque chose de différent d'habitude dans son corps. Eh bien, il se sent extrêmement faible et ses plaies le grattent énormément. C'est bon signe ça, cicatrice. Il le sait bien, mais quand même, il a l'impression que quelque chose ne va pas. Et en plus, Alice n'est toujours pas de retour. Du peu de force dont il dispose, Stan agrippe la chemise d'Alexei. S'il te plaît, Alexei,
Oui, va voir si elle va bien. Il ne peut la laisser faire une mauvaise rencontre et, puisqu'ils sont désormais chez lui, elle devient une cible. Luca, il lui confie Asia. Il s'éclipse pour aller voir s'il n'est rien arrivé à Alice. Alors qu'il se prépare tel un officier de la BAC, un nouveau message apparu sur le groupe général de l'unité 25. Marco y mentionne tous les membres, que tout le monde se réunisse à l'intérieur de l'appartement 1301. Il va s'occuper de distribuer les ressources qu'ils ont pillées des autres unités. Premier arrivé, premier servi. Alexei leur ordonne à tous de se comporter comme des êtres civilisés. Du moins, s'ils tiennent à la vie. Plus bas, une fois tout ce petit monde rassemblé, tous s'imaginent que désormais ils ont tout le district sous contrôle. Le monde devra se soumettre à leurs lois. Ouais, ils vont pouvoir couronner Alexei comme premier roi de Parnasse. Et dire qu'il aura fallu attendre l'apocalypse pour revoir les tsars. Cela dit, il va pouvoir leur assurer sécurité et nourriture. Oui, ils n'ont qu'une demande extraordinaire. Qui plus est, la paix règne désormais. Ils ne voudraient pas qu'elle s'effondre. C'est audacieux de leur part, alors qu'ils sont sur le point de crever. En ouvrant la porte, Alexei balança 2 grenades au cœur de l'appartement. Les bombes parvinrent aux résidents de l'unité avant d'exploser jusqu'à faire sauter la porte. Quelle efficacité! Marco, à moitié mort, lui demande comment il pose et leur faire ça après tout ce qu'ils ont fait pour lui. Tout ce qu'ils ont fait pour lui, c'est uniquement grâce à lui qu'ils ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Prenant du plaisir à massacrer par balle le dernier survivant de l'Inquisition, Alexei quitta les lieux, libéré d'un poids. À l'exception, bien sûr, des Milo. Tous les ennemis de sa vie précédente ont été éliminés. Désormais, il n'y a plus personne à travers tout le district. Non, tout Parnasse qui représente une menace. Il a eu de la chance que Marco s'occupe des ressources aussi vite. Il va pouvoir faire d'une pierre deux coups en accusant ses victimes de s'entreprix à Alice. Stan lui a même fourni un motif. Après tout le monde est contre lui. Mais enfin, désormais, tout est terminé ici. La prochaine étape va être la conquête du bunker du jour de l'apocalypse pour disparaître de la vie publique et vivre en paix jusqu'à la fin. De retour auprès de Stan, Alexei lui dit qu'il a quelque chose de terrible à lui dire. Qu'est-il arrivé à Alice? Leur voisin ont cru qu'elle avait un accès à son appartement. Leur cupidité les a poussés à l'assassiner pour récupérer une clé imaginaire. Il l'a retrouvée, sans vie, devant chez eux, après avoir été poignardé à plusieurs reprises. Pardon, mais il a buté tous ces connards. Il les a tous fait sauter à coups de grenade. En larmes, Stan enragé a frappé son lit malgré sa faiblesse. Tout ça, c'est à cause de lui, de ses propres mégardes. Mais Alexei lui dit qu'il ne peut pas prendre le blâme seul. C'est à cause de lui, il aurait dû y aller directement. C'est évident que c'est la prise pour cible. Mais dans sa petite combine, Alexei remarque l'impact du pauvre coup de Stan. Plus de doute possible. En plus de sa régénération, il a éveillé une force surhumaine. Ça complimente son pouvoir parfaitement. Alexei lui dit de ne pas souffrir plus qu'il n'a déjà de peine. Il s'est occupé de ces bâtards. Alice peut reposer en paix. Mais ces sales pourritures méritent pire que la mort. Il leur a offert le monde et voilà comment ils lui rendent. Stan continue. Il est reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour lui. Jamais il ne pourra le blâmer pour la perte de son épouse. Il apprécie ses paroles et partage son malheur. Oh et merde, il lui promet de trouver une belle épouse dès qu'il le pourra. Il préférait une femme mature. Mais c'est pas le moment d'en parler. On a déjà perdu tant de monde. Ils ne peuvent pas s'écrouler, pas aussi loin, aussi dure soit la peine. Il lui trouvera une belle femme à ses goûts, il lui promet. Mais voilà que Luca déboule en trombe. Alexei, Asia s'est remise à pleurer, elle sait plus quoi faire. Son bonnet dans le viseur, Alexei lui suggère qu'elle a faim. Mais à quoi pense-t-il? Elle n'est pas en lactation. Non, y a pas à dire, ils sont vraiment trop cons pour s'occuper d'un gosse. Il ferait mieux de trouver quelqu'un plus apte. Prenant Asia dans ses bras, il ferait mieux de trouver une femme de confiance pour s'occuper d'elle. Luca est bien d'accord, c'est le mieux pour la petite. Bravant le blizzard avec Asia, Alexei se rendit à l'unité 18. L'ayant vu venir, les résidents de celle-ci se demandent s'il est venu pour en finir. Tirant 2 coups de feu, il hurle à Lazare de sortir tout de suite. Peu après, celui-ci alla à la rencontre d'Alexei. Il est venu seul. N'a-t-il pas peur qu'il l'abatte? Il mentirait s'il disait qu'il n'était pas terrifié. Mais avoir peur ne changera pas le destin et, pour être honnête, il ne pense pas qu'il soit venu pour s'en prendre à eux. Il est là, braver le blizzard seul, avec un bébé dans ses bras. Le connaissant, minimum, il n'aurait pas utilisé une méthode aussi lâche. Alors il a encore un peu de crédit à ses yeux. C'est qu'il est pas idiot. Mais enfin, il a toujours su à vrai dire. S'il est venu à sa rencontre, c'est que c'est dans son immeuble qu'il est le plus. Oui, il cherche quelqu'un pour adopter l'enfant. S'il te plaît, Lazare. La pauvre petite, Asia, a perdu ses 2 parents. Il leur demande simplement de s'en occuper. En échange, il leur promet un statu quo avec eux. Il y a dans ce sac des couches, de la poudre bébé et un peu de nourriture. Il lui donne les clés pour bien s'occuper de la petite. Et puis, il sait ce qui leur arrivera s'il apprend qu'elle a péri. Sois tranquille, ils ne feront rien de la sorte. Ils s'occuperont d'elle quoi qu'il advienne. Il peut retourner chez lui sans crainte. D'autres habitants de l'unité de Lazare étaient venus à leur hauteur, ce qui permet à ce dernier de confier la petite Asia entre de bonnes mains. Alors que le petit groupe de résidents retourne à l'intérieur de l'unité, Alexei demande à Lazare s'ils sont encore nombreux. 66 personnes pour être précis. Quel est son plan pour survivre? Il se doute bien qu'il ne leur ramènera plus rien depuis que ses collègues de la coalition ont comploté contre lui. Il s'en doute, il n'a jamais toléré ce qu'ils ont fait. La mise en danger de tant d'innocents, c'est quelque chose d'inhumain à ses yeux. Peut-être, mais à cause d'eux, ils vont pâtir du manque. Ils trouveront un moyen, Alexei. Ils ont déjà bravé pléthore de difficultés. Il veut y croire. Et il connaît le dicton. Donc il y a de la vie, il y a de l'espoir. Lazare,
Ça reste entre eux, mais le problème de nourriture peut être résolu assez simplement. Tous les immeubles qu'il a fait brûler, il y a assez de nourriture à l'intérieur pour tenir un moment. Il faut juste faire le difficile. Lazare sait pertinemment qu'il pourrait tenir bien longtemps ainsi, mais non, ils ne s'abaisseront pas de telles choses. Une fois le premier pas pris vers le mauvais chemin, ils ne feront que courir inlassablement en direction de leur fin. À défaut de devoir se résoudre à cela, ils préfèrent collectivement préserver leur dignité. La fin est déjà là, et un jour elle perdra sa lettre. Les choses en vont ainsi. Tu vois, Alexei veut préfère partir, le cœur léger, la culpabilité absente. Celui-ci est sidéré devant des personnes toujours intègres, malgré le Global Freeze. Rester droit dans ses bottes comme il le fait. En toute honnêteté, Lazare, il l'admire énormément. Merci, c'est lui-même qui l'admire plus encore. Face à la glaciation, il a la force d'endurer, supporter et arriver à assurer la sécurité de son entourage. Tous ses proches vivent plus que décemment grâce à ses efforts. Compte tenu de ça, il a plus d'un train de retard sur lui. Alexei, il y a quelque chose qu'il aimerait lui demander. Une seconde, il sait déjà où il va en venir. Mais pourtant, il a été capable d'apporter autant de nourriture il y a encore peu pour leur quartier. Avec ses capacités, il est bien capable de permettre aux peu d'habitants encore envie de survivre. Suffit avec ça, il s'est trop fait berner. Il n'est pas Jésus, il ne peut faire de miracles. Aider, pour quel but? Les actes des ingrats, des jaloux, des malfrats, des gourous l'en ont dégoûté. Pour lui et sa probité, il aurait peut-être aidé, mais qui peut assurer qu'il ne sera pas poignardé? Dans le monde du Global Freeze, c'est déjà bien difficile de s'occuper de soi. Il n'a pas de convoitise impossible. Vivre est son choix. Cadeau d'adieu, Lazare. Dans la vie, on ne peut compter que sur soi, pour tout et n'importe quoi, mais il l'a ému. Grâce à lui, il a pu entrevoir une dernière lueur de l'humanité dans la glaciation. Alors, ne viennent pas lui dire qu'il ne lui a pas donné sa chance. Ils peuvent essayer de cultiver ses graines grâce à leurs efforts. Ce ne sera pas facile, mais comme toi, Lazare, qui prend la vie, lui a décidé de croire en eux. Mesdames, messieurs, il leur souhaite bonheur et prospérité à tous. Ils sont entre de bonnes mains. Courage, tu vas en avoir besoin, Lazare. Les habitants de l'unité 18 se demandent s'ils peuvent vraiment arriver à faire pousser des céréales dans ce froid. Mais monsieur Olkowski, docteur en sciences agricoles, leur dit que ce sont des graines de seigle d'hiver. Elles ont besoin d'une stratification froide, c'est-à-dire d'un environnement assez froid pour briser leur dormance. Une fois chose faite, ils pourront ensuite les planter. Mais Lazare lui demande s'il est vraiment sûr que ces plantes pourront pousser à travers ce froid. Les températures ne sont plus aussi froides qu'au début du Global Freeze. Depuis quelques semaines, la température semble s'être stabilisée autour des moins 5 degrés. De plus, le seigle d'hiver résiste particulièrement bien au froid et peut pousser dans des sols pauvres. Bien que rien n'est garanti, s'ils mobilisent tous leurs efforts, ce n'est pas impossible que ces graines poussent. Tous se mirent alors à placer les graines sous neige, puis de les planter une fois que la stratification froide aura fait son œuvre. Alexei, de retour chez lui, est heureux et soulagé que ce soit là le dénouement final de cette guerre. Désormais, c'est au tour du bunker du jour de l'apocalypse. Luca lui demande si tout est réglé désormais. Oui, tout est terminé. À vrai dire, il mangerait bien un coup. Parfait. Merci Alexei. Elle va préparer le repas. Qu'est-ce qu'il voudrait manger? Avec sa tendresse et sa beauté, n'arrive-t-elle pas à deviner? Ah, Alexei, Stanislas est toujours dans le bureau. Aucun problème. Il a refait faire l'isolement lorsqu'il a rénové l'appart. Il n'entendra pas le moindre bruit. Mais elle doit toujours faire à manger. Elle fait ses affaires, il fait les siennes. Le monde n'est-il pas parfait? Le lendemain matin, alors que Luca dort encore, Alexei se délectait d'une canette de Minute Maid devant son téléphone. Milo lui confirme que la prise de contact avec Nikolai est faite. Tout se déroule comme prévu. Quand est-ce qu'il devrait y aller? Qu'il vienne directement chez lui pour en discuter. Appartement 2401. En tout cas, Alexei constate que ce brave Milo n'en peut plus d'attendre. Peu après, il ouvrit à celui-ci, lequel est enfin au paradis. Viens t'asseoir, qu'il puisse en discuter tranquillement. Oui, il doit lui résumer sa conversation avec Nikolai. Pas la peine, il n'a qu'à lui donner son téléphone. Il se fera une idée en vif. Pourquoi il veut voir directement dessus? Ce sera bien plus rapide de tout lire en diagonale. Il n'y voit aucun problème, bien sûr. À moins qu'il ne lui cache quelque chose. Non, bien sûr que non. C'est juste que... Un conseil, Milo. Dépêche-toi. Ah, Alexei, tire pas! Tire pas! Il a bien dit quelques saloperies sur lui pour se mettre Nikolai dans la poche. Qu'il ne le prenne pas personnellement, hein? C'est tout. Pas la peine d'en faire un foin pour ça. Ils ont été en contact pendant 2 semaines. Ce bâtard arrogant se croit tout puissant simplement parce qu'il a un gun. Mais c'est un vrai salopard impitoyable. Il a buté des dizaines de personnes pour un oui ou un non. Monsieur Neralski, ce type a un vrai problème. Il ne peut le contenir. Il a eu vent de l'existence du bunker. Une explication? Le dernier message! Il essaye de le manipuler en lui faisant croire que le conflit est réel. Nikolai n'a pas l'expérience de son père. S'il croit qu'un monstre en a après lui, il y a des chances qu'en étant trop alerte, il laisse des failles. Et puis il jure sur son nom et sur son honneur que lui, Milos Lavelkin, ne causerait jamais de tort envers son patron, monsieur Alexei Risenko. Le cours de l'honneur s'est effondré, Milo. Cela dit, il n'a rien révélé quant à son réel arsenal ou son identité factice. Nikolai ne sait qu'une chose. Je dispose d'un appartement fortifié bourré de ressources en plus d'un motoneige. Il serait bien possible de renverser les cartes en usant du manque de connaissances qu'il a sur lui. Qu'il lui en dise davantage sur les détails du bunker, en particulier les armes et tout le matériel dont il dispose. Qu'il n'oublie pas le moindre détail dont il peut se souvenir.
Leur vie à tous les deux peuvent se jouer à si peu, Milo. Celui-ci lui dit que le bunker de Neralski est dit comme ayant été construit de matériaux utilisés dans le domaine de la conquête spatiale. À moins d'y aller à coups d'ogive nucléaire, il n'y a presque aucun moyen de forcer l'entrée. Bien sûr, un assaut prolongé à coups de matériel militaire lourd le ferait tomber à long terme, mais ça reste inenvisageable pour eux. La défense est assez ésotérique. À l'intérieur des lieux, il n'y a aucune arme lourde. Cependant, il y a des dispositifs de gaz soporifique ainsi que des lance-flammes à l'entrée. Impossible d'ailleurs de braver ces derniers. Ils montent à plus de 2000 degrés de déactivation. Tout est régulé selon un système de défense parfait se trouvant dans la salle des contrôles. Évidemment, inaccessible pour eux. Ayant tout noté, Alexei sait que la cible de Nikolai n'est autre que son motoneige. Tout ce qu'il peut avoir sur lui à l'occasion, au passage. Il ne le tuera pas avant d'avoir obtenu quoi que ce soit de tout ça. Ça ne ferait aucun sens autrement. Après tout, il a besoin de lui en vie pour le récupérer. Quoique pour être plus exact, il a besoin qu'il tombe dans son piège. De facto, il n'aurait qu'à cacher le motoneige, loin des regards. Là où personne ne pourra le récupérer. Si on y réfléchit, le pire qui puisse leur arriver serait qu'il se fasse capturer. Quoi qu'en soit, ça peut être un plan à proprement parler. Si l'on réfléchit de manière pragmatique à la chose, il ne le tuera pas, du moins pas d'entrée de jeu. Pas parce que sa vie jouit d'un quelconque mérite à ses yeux, mais plutôt parce que sans lui, pas de motoneige. Bon, s'il comprend, la plus grande menace de l'abri repose sur les pièges gardant l'entrée, c'est ça? Exact, patron. Les dispositifs à gaz ne sont pas présents partout, seulement des points stratégiques au niveau de l'entrée. Milo enchaîne, il prétendra coopérer avec ce bâtard de Nikolai pour ainsi simuler sa capture. Oui, et puisqu'il prévoira sans aucun doute de l'interroger, il n'aura qu'à gentiment succomber au sommeil du gaz. Lui, de son côté, sera retourné lécher les potes de ces richousses de merde, et il pourra faire s'effondrer le château de cartes de l'intérieur. Milo est sur la même longueur d'onde. Une fois à l'intérieur, ils devront saisir la moindre chance qui se présente à eux pour éliminer leur cible. Cela dit, Alexei compte bien garder secret l'existence du masque à gaz dont il dispose. Le déroulé du plan n'est pas sûr, tant que les faits comme rapportés par Milo ne sont pas confirmés par ses yeux vus. Les lance-flammes, s'il y avait un moyen de les neutraliser ou de passer outre, ce serait pas mal. Attends, pourquoi n'est-il pas pensé avant? Le temps ne s'écoule pas dans la dimension secrète. Jusqu'alors, il s'en est servi uniquement comme d'un moyen de stockage. Mais il pourrait bel et bien s'en servir comme un outil de combat à proprement parler. Au lieu de réfléchir quant à comment optimiser les ressources dont il dispose pour réussir l'opération, il peut très bien exploiter les possibilités qu'offre la dimension. Ça ne lui donne pas seulement un avantage technique, mais ça aura aussi pour effet de complètement déstabiliser Nikolai et ses alliés. Avec ses méthodes novatrices de combat, oui, ça marchera. Milo, il débute l'opération Vanguard. Il peut rentrer chez lui, il va le recontacter sous les prochaines 72 heures pour débuter l'opération. Mais Alexei, le poison, de quoi a-t-il peur? Il lui a dit que ça prendrait 7 jours pour le poison de faire effet. Leur opération sera arrivée à terme pile quand son corps réclamera l'antidote. Oh, ok, il va attendre ses ordres, mais qu'il ne l'oublie pas, hein? Mais non, allez, oust. À l'avenir, et lorsqu'il aura un peu plus de temps, il investira ses efforts pour développer son pouvoir. Peut-être existe-t-il des possibilités que son esprit n'a pu encore saisir. Quoique pour l'heure, il a trouvé un moyen concret pour user la dimension à son avantage contre Nikolai et ses pièges. Il y a bien la solution bourrine, mais... Bon, après tout, Alexei va d'abord s'essayer à la théorie et imaginer les flammes devant lui. Lorsque les lance-flammes cracheront leur ardent venin, ce sera comme s'ils se dirigeaient droit vers lui. S'il les absorbe, il n'y aura alors aucune résistance, lui assurant sa survie malgré la rapidité des engins de défense de Nikolai. Dans la théorie, c'est possible. À l'intérieur de la dimension, tout garde son état réel fixe. En toute logique, l'énergie cinétique devrait être conservée. S'il change alors de direction et altère le vecteur, il serait même en mesure de retourner la chose à son envoyeur. Mais qui dirait énergie conservée, dirait également chaleur conservée. Il disposerait là ainsi d'une contre-attaque absolue. En utilisant la dimension secrète de la sorte, il vient de créer un chef-d'œuvre de défense. La prochaine étape sera ainsi de maîtriser ce talent au mieux de ses capacités. Une fois chose faite, il obtiendra une immunité totale aux attaques à distance. Cependant, il y a bien une question qui taraude son esprit. Quid de s'il utilisait ce pouvoir sur des êtres humains? Des êtres vivants de manière générale. Après tout, il ne l'a testé qu'une seule fois avec un pauvre poisson, mais en tenant compte de la possible évolution des dynamiques de pouvoir entre survivants du Global Freeze, et en ajoutant dans l'équation les potentiels éveils à travers le globe, il va falloir qu'il s'essaye sur des êtres vivants au plus vite. Quelques instants plus tard, il avait mis la main sur le jackpot. Avoir été rejeté du quartier et dépendre de lui pour sa survie, c'est vraiment peu de chance. Mais enfin, il avait besoin d'une ordure de meurtrier pour quelques expériences. Jetant un bâton en direction du malfrat, Alexei lui demande de l'attaquer avec. S'il arrive à le toucher, il lui donnera une miche de pain. C'est lui qui a promis. Viens. Alexei déploie son pouvoir sur le rejeton, lequel ne comprenant rien à ce qui se passait de fuir. C'est trop tard, mon garçon. Celui-ci fut aspiré à l'intérieur de la dimension secrète. Pénétrant son tour au cœur de celle-ci, Alexei constate qu'il est parfaitement inanimé. Il semble qu'une fois qu'un être pénètre au cœur de la dimension, à son exception bien sûr, il devient vide de mouvement. Reste à savoir néanmoins si l'inertie est conservée. Avant cela, et testant différentes choses sur le mécréant, Alexei constate qu'autant la respiration que le rythme cardiaque s'est arrêté. De toute manière, il ne peut tirer de conclusion sans l'en faire sortir. Mais l'individu fut soudainement comme expulsé de la dimension avant qu'il ne s'écroule au sol. Il est sorti de lui-même? Non, ça doit être la dimension. Il a cru mourir. Alors ça a bien effet sur les êtres vivants. Dis-moi, qu'as-tu ressenti? C'est comme s'il avait pénétré l'espace
plan, il est resté une éternité, une éternité, une éternité. Oui, c'est évident. Le temps dans sa dimension physique passe infiniment plus lentement à l'intérieur de la dimension. Mais ce n'est pas le cas pour l'esprit. En d'autres termes, garder quelqu'un à l'intérieur de la dimension pendant une durée prolongée entraînera la déliquescence de son esprit jusqu'à le briser. Cela dit, puisqu'il a été expulsé, vraisemblablement par la dimension elle-même, il y a peut-être une sorte de collusion entre l'esprit et ce temps infiniment ralenti. Là, comme ça, à chaud, la seule hypothèse qui me viendrait serait que l'esprit soit allé au bout de l'univers. Cela dit, il aimerait tout de même tester si ce n'est pas simplement une restriction propre aux êtres humains. En coupant et en envoyant quelques morceaux de chair, il devrait avoir sa réponse. Il saura également si la chaleur est belle et bien conservée. Coupant 2 doigts au pourri, lequel en hurle de souffrance. Il va pouvoir vérifier ses hypothèses. Les doigts ne semblant provoquer de réaction quelconque, il peut confirmer la première théorie. Reste à savoir pour la deuxième. De plus, et puisqu'il a subi comme un recul avant de s'effondrer sur lui-même, Alexei peut en conclure que sa théorie sur la conservation des énergies mécaniques est valide. Jetant au sol de quoi soigner ses plaies à son cobaye, il lui dit qu'ils reprendront les expériences une fois les plaies cicatrisées. Après plusieurs tentatives, il a enfin réussi à mettre un sens sur les données de ses expériences. Il comprend désormais bien quelles sont les règles qui régissent la dimension secrète. À l'arrière de Dvorev, le cobaye d'Alexei s'est délecté du repas qui lui est gracieusement offert. Ça faisait si longtemps qu'il n'avait rien eu à manger. Il existe certaines limitations quant à ce qui peut être entreposé à l'intérieur, et qu'il n'est pu vérifier s'il existe ou non une collusion entre esprit et ralentissement temporel. Ce sont surtout des objets avec de puissantes forces mécaniques qui ne peuvent être conservées. Dvorev a plus probablement été expulsé de la dimension à cause du nombre de forces qui composent l'être humain. Cela dit, pour les choses ne relevant pas du domaine du vivant, cela devrait toujours être possible. De plus, et comme les doigts ont bel et bien conservé la même chaleur tout du long, il peut conserver des énergies et de fortes inerties tant qu'il n'y a pas beaucoup d'autres forces ou énergies en jeu. Son plan d'absorber les attaques qui lui seront dirigées devrait fonctionner parfaitement. C'est l'accumulation entre rythme cardiaque, activité du cerveau, du système digestif et toute mécanique qui en découle qui rend l'absorption d'être vivant impossible. Ou du moins suffisamment erratique, inconstante, incalculable, compte tenu du nombre de variables pour que ce soit une option à considérer. En tout cas, s'occuper du bunker de l'apocalypse de Nikolai Neralski sera une formalité. Merci Dvorev, il a su se montrer utile. Merci à lui, le prix à payer pour survivre en vallée. Alexei trancha la gorge de son cobaye avant même qu'il ne puisse finir. Celui-ci s'effondra sans comprendre ce qu'il vient de se passer. Il ne lui sert plus à rien. C'est terminé. Il peut enfin échapper à ce monde dégueulasse et cruel. Il peut sentir la paix. Malheureusement, pour ceux encore en vie, tout est loin d'être terminé. Alexei doit servir du temps qui lui reste avant le début de l'opération Vanguard pour intensifier les simulations de combat. Il doit être sûr et certain que l'opération soit un franc succès. Il joue son ticket pour assurer sa vie de plaisance et de luxure dans l'abri du fils Neralski. 72 heures plus tard, Alexei avait fait venir Milo chez lui. L'heure est venue. Mais Milo lui dit qu'il a vraiment l'impression de se sentir mourir. C'est un effet placebo du con. N'empêche, malgré une alimentation tout à fait correcte, sa psyché semble l'avoir vraiment atteint. Malheureusement pour lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Alexei lui dit que si ça peut le rassurer, il peut lui administrer un tiers d'antidote pour atténuer ses symptômes et retarder leur retour. S'il se montre bienveillant, il s'assure une meilleure coopération de la part de Milo, en plus de lui permettre de pouvoir se requinquer. Par pitié Alexei, il en supplie. Cette injection lui permettra de ne ressentir aucun symptôme pendant au moins 5 jours. Mais sans la dose complète, il mourra quand même du poison. Cela dit, ça leur laisse une intervalle de temps bien assez grande pour qu'ils s'emparent du bunker de l'apocalypse à temps. Il ferait mieux de prier leur succès, sans quoi aucun d'eux ne survivra. Alexei, il peut avoir une confiance absolue en lui. Il s'assurera de faire de l'opération Vanguard le plus grand succès militaire du Global Phrase. Il vaudrait mieux pour lui qu'il en soit ainsi. Voyant Alexei se préparer, Luca lui demande ce qu'il fait. La grande guerre de Parnasse appartient désormais à l'histoire. Justement, ne serait-ce pas là le temps pour eux de profiter de la paix durement gagnée? Luca, il prépare leur départ. Il apprécierait qu'elle s'abstienne de poser trop de questions. Elle ne ferait que s'inquiéter. Cela dit, il lui promet de revenir entier. Au même titre qu'il peut lui promettre qu'une meilleure vie les attend. Il a laissé assez de nourriture pour qu'Alestan puisse tenir 2 semaines sans manquer. Ça ne lui prendra pas aussi longtemps, mais c'est juste au cas où il lui arriverait quelque chose. Avec ça, ils auront assez de temps pour chercher une source. Mais Luca se jette sur Alexei avant de l'enlacer. Est-ce qu'il peut lui promettre qu'il ne fera rien de trop dangereux? Ne t'inquiète pas, il est équipé pour résister à une armée. Et jamais il ne se risquera un plan kamikaze tant qu'elle est à ses côtés. Il ne le montre peut-être pas, mais il est terrifié par la mort. Après tout, il est celui qui a le plus à y perdre. Je ne t'abandonnerai pas. J'y reviendrai au plus vite, Luca. Comme un baiser d'adieu pour Luca. Son regard était noué d'inquiétude pour l'homme en lequel elle a confiance. On pourra continuer cette valse à mon retour. Luca, toute rouge, se laissa délicatement tomber au sol devant le torrent d'émotions qui noie son petit cœur. À l'extérieur, Alexei et Milo s'étaient réunis et s'apprêtent à partir en direction du richissime centre-ville de Saint-Pétersbourg. Les mains en l'air, Milo. Mais Alexei n'a-t-il toujours pas confiance en lui? Il est toujours soumis à son poison. Il n'a pas justifié. Ça lui permettrait uniquement de se sentir plus à l'aise. Ce n'est rien de personnel. Mais il sait très bien comment sont les choses depuis l'avènement du Global Phrase.
Le voir ligoter ne fera qu'accroître sa loyauté à ses yeux. Milo s'y plia, à contre-cœur. Tous deux purent ainsi partir à la conquête du bunker de l'apocalypse. Une fois arrivé en périphérie du manoir Neralski, Alexei sera toujours surpris du luxe des vieux manoirs pré-soviétiques. Mais Milo lui demande s'il ne devrait pas continuer encore un peu en motoneige. Il risque de se le faire voler ici. Il n'y a plus aucun signe de vie ici. Et sans point de ravitaillement proche, personne ne bravera le blizzard pour explorer un quartier vide de ressources sans intérêt stratégique. Là où l'analyse d'Alexei semblait dans l'idée correcte, il s'est pourtant bel et bien trompé sur un point. Un motoneige? Si des gens s'aventurent ici après avoir survécu aussi longtemps, soit ils sont idiots, soit ils ont énormément de chance, soit ils ne sont pas à la recherche de ressources, en ont déjà bien assez. Tout le charbon, le gaz, le fioul est presque épuisé ici. Quant aux ressources alimentaires, il n'y a plus rien depuis 3 jours. On peut compter les survivants du quartier sur les doigts d'une main. Elle va devoir aller à leur rencontre. Elle n'a plus aucun espoir de survie ici. Pendant ce temps, Alexei et Milo étaient arrivés à l'entrée du bunker de l'apocalypse. Ouvre la porte. Ah, attends, ne presse pas comme ça, je vais t'ouvrir, 2 secondes. À travers la caméra de surveillance, Nikolai avait pleine vue sur ce qu'il n'attendait pourtant que demain. Et où est le motoneige? Oh, fils de pute, il le prend pour un con ou bien? Attends, merde, ça peut pas s'ouvrir comme ça, c'est pas sa faute. Milo, le regard fuyant, n'échappant pas à la vue intrusive de la caméra, lui dit qu'il ne peut pas se permettre de foirer après leur préparation. Très peu pour Nikolai. Cet abruti de Milopette a voulu le trahir. Qu'il en soit ainsi. Il ne s'est pas saigné à réparer cet abri pour laisser ce mariole et sa proie faire. Va-t-on savoir quoi? Milo ouvrit finalement la porte après être sûr que la mascarade que lui suggérait Alexei ait fonctionné. Avançant à travers la cour extérieure, Alexei se doute d'apprécier sa touche moderne. Ça a dû coûter un bras de faire un bunker aussi vieux. Mais enfin, avec du pognon, fut un temps où l'on pouvait tout faire. Milo lui dit qu'ils ne vont pas tarder à pénétrer à l'intérieur. Il ne reste plus qu'une porte. Les deux continuèrent ainsi leur petite pièce, laquelle se veut tromper Nikolai. Pourtant, celui-ci ne s'inquiète aucunement de ses pitoyables entrées. Si le gibier se jette dans ses bras, il s'assurera de s'en repaître. Nikolai Neralski ouvrit les douches. Il s'est inspiré des meilleurs pour dégager la vermine. Le gaz s'échappa alors que Milo était persuadé que les douches n'avaient installé qu'à l'intérieur. Alexei faisait face au désastre à venir. Nikolai ne peut qu'apprécier voir ses pitres de pseudo-lupins tomber comme des feuilles à l'automne. Mais pour le coup, les petits jets des apprentis stratèges laissèrent place aux dissensions. Milo, t'as intérêt à ouvrir cette putain de porte ou il va le buter. Mais il peut rien faire. T'as intérêt à ouvrir cette porte. Mais il est sourd ou quoi? Il m'a dit qu'il peut rien faire. Il savait pas qu'il y avait des conduits à gaz ici. Il savait pas. Excellent. Plus qu'à les faire rentrer. Cependant, Alexei est bien préparé à toute éventualité. N'y qu'à attendre que Milo s'endorme au-dessus du gaz avant d'absorber celui-ci dans la dimension. Ce n'est qu'après un certain temps, suffisant pour que le gaz soit dissipé naturellement, que s'ouvrit la porte. Alexei pouvait déjà entrevoir le bout de l'opération Vanguard. Même pas eu besoin de faire front au lance-flamme. Il va abattre Nikolai et le bunker sera à lui. Attends, il a déjà vu le fils Neralski à la télé. C'est pas lui. La situation se complique. Il va devoir simuler son endormissement au gaz. Alors que le sous-fifre de Nikolai s'apprête à ligoter les 2 intrus, Alexei jette un regard furtif. Antonin Zakaev? Au cas où possible, c'est bien l'acteur. La presse People a eu laissé entendre qu'il était proche de Neralski. Nikolai, il lui a ramené. C'est Alexei dont leur a parlé Milopette, est un guignol en puissance. Il s'est jeté dans leurs bras comme les femmes dans leur lit. Oui, bon, rien de surprenant jusque-là. S'il ne pouvait pas s'occuper d'un pauvre gueux, il aurait eu mal à son milliard parti en rénovation. Une fois qu'ils auront mis la main sur son motoneige, pourquoi n'irait-il pas explorer l'extérieur? Ça tente plutôt, oui. Ils n'ont pas eu l'occasion d'explorer depuis le début du Global Freeze. Mais ayant laissé Alexei sans surveillance, celui-ci commence à relâcher le gaz soporifique. Anto, ça va? Pourquoi tu titubes? Il titube pas. Pourquoi y a si Nico? Défaisant ses liens, c'est une victoire absolue et sans effort pour Alexei et Milo, marquant le succès de l'opération Vanguard. Récupérant leurs armes après qu'il les ait ligotées, Alexei constate tristement que ça ne vaut pas grand-chose, mais enfin, il ne va pas les leur laisser pour autant. Partant explorer les lieux, il ne revient pas du luxe sans bien de l'abri des Neralski. Continuant, la nouvelle porte qu'il pousse révèle à Alexei un verger tout entier. C'est pratiquement un écosystème à part entière. Il n'y avait pas meilleure décision que de venir ici. Tout lui appartient désormais. Mais montant à l'étage, Alexei découvre ce qu'est réellement le bunker de l'apocalypse. Un paradis rempli de salles de jeu, de salles de plaisance, baignant dans un luxe écœurant. Mais à l'ouverture d'une des chambres, ce sont des femmes, visiblement abusées, qui gisent là, mortes. Il aurait dû s'attendre à telles horreurs, quoiqu'elles ne sont pas mortes de violence. Cependant, Alexei est interpellé par une salle au nom étrange, la chambre des animaux. Quel intérêt de garder des bestioles sous le Global Freeze? Mais une fois la porte ouverte, c'est un profond dégoût qui se saisit du roi de ce dernier. Des objets malsains jusqu'à des seringues
et de pauvres victimes souillées par les deux porcs, attachées, droguées, humiliées, à demi mortes d'overdose. L'une d'elles prend une terreur phonétique diamante, supplie Nikolai de leur pardonner. Elles sont désolées, agrippant la jambe de celui qui est convaincu le richissime héritier, elle lui dit qu'elle prend tout ce qu'il veut, mais par pitié, qu'il leur en donne juste un petit peu plus en échange. Et Alexei reprend de voler l'addict au crack. Ses filles, il n'y a plus d'espoir. Il se doutait déjà de ce qui est arrivé aux femmes de l'autre chambre, mais maintenant, il a compris, il leur épargnera plus de souffrance. Reprenant son ascension jusqu'à la salle de surveillance, Alexei comprend que c'est là le vrai cœur du bunker. Par contre, face à tout ce matériel informatique de pointe, il doit bien admettre qu'il a ses limites. Cela étant dit, cet endroit est vraiment obscène. Il y a même des terrains de sport souterrains. Mais le problème auquel il fait face n'est autre que nombre de portes sont totalement verrouillées et ne peuvent être ouvertes sans authentification. Il va devoir garder l'autre tsariste en vie. Arrosant généreusement les princesses endormies, celles-ci se réveillent de surprise. De retour parmi eux. Comment a-t-il? Ferme-la, le sarrasin. Il a perdu selon les règles du Global Freeze. Il ne peut s'en prendre qu'à lui. Mais qu'importe, s'il veut rester en vie, il a intérêt à se montrer docile. S'ils peuvent coopérer sur des termes justes, il pourra s'assurer de le garder en vie. Que veut-il? Ils peuvent en discuter sans violence. Voilà, c'est tout ce qu'il attend de lui. Il est venu ici pour profiter d'une vie paisible, ni plus ni moins. Le monde extérieur est ravagé par le froid, noyé par le crime. En revanche, ce petit paradis est apparu à lui comme son dernier espoir. Et puis, juste entre eux, il peut bien se permettre d'héberger un petit pecno comme lui, non? Nikolai lui demande s'il le prend pour un idiot. Il a monté tout un plan pour les soumettre et lui ne demande pas à prendre le contrôle des lieux ou autres. Quitte à, peut-être, s'il devait parier, les éliminer. Il n'a aucun intérêt à les achever. Sa demeure est bien assez spacieuse pour eux tous, et puis il apprécie la vie à plusieurs. Contrairement à ce qu'ils peuvent s'imaginer, il n'est pas de ces gens qui iront jusqu'à blesser, voire tuer sans raison, surtout quand il existe une alternative pacifique. Et puis, à vrai dire, il ne dirait pas non à saisir l'opportunité de nouer de bonnes relations avec ce cher monsieur Neralski. Ouais, logique. Il est impossible que le Global Freeze, et ce, malgré l'enfer qu'il leur fait vivre actuellement, perdure à tout jamais. D'un moment à l'autre, le blizzard peut laisser place à un retour à la normale. Il est dans son intérêt de se rapprocher de personnes influentes. Lui, un citoyen des plus lambda, tout à y gagner, se rapprocher d'un milliardaire comme lui. Cela dit, ce n'est pas une transaction à bénéficiaire unique. Il l'a laissé sous-entendre plus tôt, mais il doit se douter que s'il a entendu parler de son abri, il n'est pas seul. D'ici peu viendront déferler des foules aussi enragées qu'affamées. Et lui, Alexei Risenko, a de quoi assurer sa sécurité jusqu'à la fin de la glaciation. Excellent, excellent. Monsieur Risenko, c'est ça? Il s'assurera de faire de lui un grand Russie. Mais au fond, si ce pouilleux croit que le blizzard appartiendra sous peu au monde de l'historien, il n'osera pas braver l'ordre de l'ancien monde. Et par extension, ne se risquera pas à s'en prendre à lui. De plus, il peut jouer de ces petites menaces, mais il n'y a aucune chance que la plaie parvienne à venir jusqu'ici. Nikolai lui dit qu'il apprécie son offre et adhère au terme de leur coopération. Il se doutait bien que M. Neralski saurait saisir cette opportunité. Ils peuvent vivre ici ensemble avec M. Zakaev. Cela dit, bien qu'il ait conscience de sa classe, il apprécierait que tout soit traité sur un pied d'égalité. Il requiert ainsi le partage à 3 des commandes du bunker. Donc il lui demande d'avoir accès libre aux ressources et aux femmes du bunker. Plus aux outils liés à la sécurité des lieux, monsieur Neralski. C'est là-dessus que reposent les bases de leur coopération. Donc, s'il accepte de lui partager la gestion du système informatique de l'abri, ça lui suffit. Exact. Il se répète, mais il n'est pas du genre à jouer les tyrans. Il ne compte pas s'en prendre à lui. La seule chose qu'il lui demande en échange, c'est de garder des liens privilégiés pour le Global Freeze pour lui assurer une certaine position au sein du nouveau monde. Nikolai néanmoins assez réticent de laisser un plébéien connu les rênes de la sécurité des lieux. Mais il sait aussi qu'il n'est pas dans une position pour négocier à ses termes. Il marche. Alexei est ravi de cette réponse. Toujours ligoté, le maître du bunker est en train d'apprendre à son nouvel associé, bien que plutôt geôlier, comment opérer le système informatique des lieux. Magnifique. Il est désormais le nouveau maître de ces lieux. Nikolai lui dit que normalement tout devrait être bon. Alors, pourrait-il le détacher comme convenu? Un instant. Rien ne sert de presser. Sortant un couteau, ce n'est pas les liens qu'Alexei trancha, mais le coup du milliardaire débauché. Doucement. Respire doucement. Il va se sentir un peu étrange au début, mais d'ici peu, il ne ressentira plus rien. Les cordes vocales déchirées. Nikolai, pris de parole, demande de son regard pourquoi il lui fait ça. Il a suivi toutes ses consignes, il agrée à tous ses termes. Il l'envoie désolé, mais il aurait dû comprendre ses sous-entendus plus tôt. Les lois du Global Freeze sont absolues. Il n'a aucune raison de garder un poids mort comme lui en vie. Nettoyant les souillures résultant des meurtres de Nikolai Neralski et d'Antonin Zakaev, Alexei est désormais dans une position plus que favorable. Mais regardant Milo, celui-ci a toujours un train de retard. C'est un idiot utile, pourrait-on dire. La réelle teneur du plan Vanguard n'est pas seulement de prendre le contrôle du bunker de l'Apocalypse par la force, mais aussi d'éliminer quiconque a la moindre connaissance de l'affaire. Où il est? Alexei, t'as réussi? Comment a-t-il pu buter ces deux-là? Il lui a déjà dit qu'il est mercenaire. Il a ses petites techniques. À vrai dire, achever quelqu'un comme Nikolai relève d'une tâche des plus banales.
bien qu'il n'a pas à savoir ni comment et pourquoi. Oh, Alexei, merci Alexei. Depuis le temps qu'il voulait lui pisser à la gueule, ça les amusait de l'appeler Milopette et de le maltraiter. Qui marche sur l'autre désormais, hein? Alexei interpelle celui qui s'occupe de ses affaires de revanche. Milo, je t'ai mis tes récompenses dans le sac. Au lieu de passer tes nerfs en restant sans le passé, fais-toi plaisir, va voir. Attends, pour de vrai? Ouvrant le sac, il n'en revient pas de voir toutes les denrées que venait de lui donner Alexei. N'attendant aucunement pour en dévorer une partie, il lui dit qu'il a un vrai frère pour lui et qu'il aura besoin de quelque chose qu'il lui dise. Pendant qu'Alexei aspire les deux cadavres, il lui demande s'il peut vraiment tout lui demander. Continuant de manger, Milo lui dit qu'il fera tout. Putain, c'est bon, tout ce qu'il veut. Bon à savoir. Du coup, en attendant qu'il se réveille, il a fait le tour des ressources de l'abri. Dehors de conserve, il n'y a pas grand chose. De plus, cette espèce de verger qu'il a pu voir semble être plus un lieu d'agrément qu'autre chose. Au total, et selon ses estimations, il devrait pouvoir tenir encore 5 ans. Ils pourront partager, mais ils devront malheureusement se rationner pour tenir le plus longtemps possible. Ah, attends, il a quand même pas entendu ce qu'il a entendu. Malheureusement si. Avant qu'il n'arrive, Nicolas et Antonine, sans parler de toutes les putes qu'il a trouvées à l'étage, ont dilapidé leurs propres réserves comme des abrutis. Mais c'est impossible. Malheureusement, l'opération Vanguard ne tenait que s'il pouvait y rester à vie. C'est bien triste, mais il va falloir repartir en quête de ressources. J'espère que tu comprends, Milo. Tu te fous de ma gueule? Il a dû garder les ressources pendant qu'il était sous l'effet du gaz. Il peut pas lui faire ça après tout ce qu'il a fait pour lui. Il a bien compris son petit jeu, il a bien compris. Il est en train d'essayer de le manipuler pour te récupérer. Il veut le laisser crever dehors comme un chien, mais il va pas se laisser faire. Et il refuse d'être encore traité comme de la merde, t'entends? Il a partagé l'info, c'est sur ça que reposait ce putain de projet Vanguard. C'est bon, t'es terminé? Quel intérêt aurait-il à tout se garder pour lui? Va t'en savoir, tout le quartier sous ton influence. Alexei, si tu revois pas ta copie immédiatement, je m'assurerai de révéler tout ce que t'as fait. Tout ce que t'as fait, tout ce que t'as comploté, ton occupation de cet abri, tout le monde le saura. Si tu ne veux pas créer le plus grand soulèvement populaire depuis 1917, t'as intérêt à 1. Me dire où sont les ressources, et 2. Me traiter d'égal à égal. Si tu refuses, et même si c'est pas lui, il y aura un jour quelqu'un pour te buter. Tu finiras seul, tu mourras seul. Même dans l'au-delà, tu resteras seul. Tu me facilites la vie, Milo. Le dernier battement de son cœur sonna le glas de fin de sa colère. Jusqu'au bout, tu t'es cru invincible. Mais dès lors où j'ai pu prendre le contrôle des lieux, tu as perdu toute utilité. Seuls les vrais pouvoirs comptent. Ouvrir sa gueule ici et là, ça n'amène à rien d'autre que ça. Pour être franc, il comptait lui laisser une chance de disparaître. Loin de lui, ça l'emmerdait vraiment de voir la battre. Mais voilà, tu as décidé de jeter ta chance. Alexei, profitez d'un temps mort au sein de la salle de divertissement. Il n'y a plus qu'à faire venir Luca et s'en est terminé de l'opération Vanguard. Pour ce qui est de Stan, puisqu'il a récupéré un bunker bien meilleur que l'ancien, il peut lui laisser celui de Parnasse. Le placer là-bas lui assure de garder un pion dans leur district, si ce n'est pour garder la main mise sur Parnasse en entier. Et puis il doit encore lui trouver une épouse avec laquelle s'installer. Cela dit, ce n'est pas des choses qui peuvent être forcées, ni même fait dans l'urgence. Bon, sur ce, il apprécierait commencer par se délecter des mêmes délices dont a profité ce salaud de Nikolai. Dégustant son verre de Bordeaux devant la télé, Alexei est surpris par des séries étrangères. Il était pourtant persuadé que le signal avait été drastiquement limité en portée à cause du blizzard. Il ne peut même pas rentrer en contact avec Luca, alors comment peut-il capter la télé britannique? Attends, s'il a accès aux différentes chaînes du globe... Bingo! Il se doutait bien que ça serait quelque chose de cette envergure. Ce fou furieux a intégré des serveurs au bunker pendant la rénovation. Il est pas allé de main morte. Bon, par contre, comment que dalle tout ce bourbier. Mais bon, au moins, ça fonctionne. Cela dit, il mesure l'envergure d'avoir tout ça entre ses mains. Il a déjà dépassé le cap de sa mort, enfin de son éveil, mais bref. L'obtention de ces serveurs lui octroie un réseau d'information d'échelle globale. Quelque chose qui compense très largement les coups d'avance qu'il a pu avoir jusque-là grâce à ses connaissances préacquises du Global Freeze. De ce qu'il peut voir, en à peine plus de 3 mois, la population a chuté à seulement 2 milliards d'individus. Plus de 2 tiers de l'humanité a été éradiquée en moins de 90 jours. Le pire, c'est qu'au rythme où vont les choses, la baisse ne va cesser de s'accélérer jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus personne. Cependant, Alexei est interpellé par l'évocation de mutants en ligne. Des humains avec des super pouvoirs. Il y a pas mal de rapports là-dessus. À travers ces derniers, Alexei pouvait voir autant des maîtres de flammes que des surhommes altérés. Quoiqu'en dépit de ceux qui purent jouir de réels pouvoirs, la plupart des cas sont ceux de personnes détruites physiquement par les rayons gamma. Pour l'heure, le nombre de mutants ayant apparu sur leur terre reste faible. Toutefois, il continue qu'avec Stan, ils sont déjà 2 dans la région. Il devrait y en avoir quelques-uns d'autres qui cachent leur pouvoir tout du long de la Neva. Le monde extérieur reste trop dangereux pour ce pavanant public. Et c'est exactement pour ça qu'il compte rester ici. Il va faire venir Luca, et là il pourra attendre et voir comment se développe le nouvel ordre mondial. Mais alors qu'il s'apprêtait à repartir, l'on demande une voix douce et hésitante à Alexei d'attendre. Qui est là? Ah, attendez, elle voudrait lui parler. Mademoiselle Diana? Diana Yeltsov? Elle est l'actrice la plus populaire de Russie, en plus d'être une excellente chanteuse. À vrai dire, elle a rayonné partout à travers le globe. Restée vierge, elle est devenue la muse idyllique de bien des hommes.
Elle n'a pas eu à manger depuis plus de 3 jours et tout le monde ici est parti. Pourrait-il la prendre avec lui? Il ne veut pas mourir ici. Compte tenu des présentes circonstances, la vie n'est pas facile pour tout le monde. Si elle veut qu'il la prenne avec elle, il va falloir qu'elle lui trouve une bonne raison. Se mordant les lèvres, Diana lui promet que tant qu'il peut lui offrir de quoi manger, la garder avec elle, elle acceptera la moindre de ses conditions. N'importe laquelle. Wouh, il fait chaud ici, hein. Il s'appelle Alexei Risenko. Enchanté. Enchanté. Elle s'appelle. Lui coupant la parole alors qu'il tourne les talons. Alexei lui dit que c'est bon, elle peut venir. Mais attendez, il vient de la demeure des Neralski. Il a une connaissance du fils de monsieur Neralski, Nikolai. On pourrait dire ça, oui. Voyez-vous, c'est chez lui désormais. Diana le remercie de l'avoir laissé rentrer. Quand elle l'a vu venir à bord de son motoneige, elle ne s'imaginait pas qu'il était une connaissance de Nikolai. Mais tout fait sens en réalité. Vous l'appelez par son prénom. Êtes-vous l'une de ses proches? Oui et non. Y a-t-il seulement quelqu'un du quartier qui n'était pas, ne serait-ce qu'un tant soit peu proche, soit de lui, soit du père Anatoly? Voyez-vous ça? Quel beau mythe, cette pureté qui est sienne. Non, pas de cet ordre. C'est simplement une connaissance. Le monde de l'art est petit, celui des affaires aussi, et eux deux sont bien proches. À vrai dire, il n'a jamais vraiment porté son intérêt sur eux, artistes. Il serait simplement de faire valoir, envoyé par son père pour suivre la politique de réhabilitation de la famille Neralski, entamée par le grand-père, monsieur Vitali Neralski. Leurs antécédents familiaux leur ont presque valu la mort à tous pendant la Terreur rouge. Passons l'histoire, si elle n'est pas liée à lui, qu'importe pour elle d'avoir vendu des affaires qui peuvent le relier à Nikolai. Il va être clair, il est désormais seul en charge des lieux. Merci pour le verre d'eau. Alors qu'elle l'avale comme une torpille, Alexei se réjouit de voir qu'elle est assez intelligente pour ne pas avoir l'esprit curieux. Désolé, mais pourrait-elle utiliser la salle de bain? Première porte à droite. Une fois déshabillée, Diana pouvait enfin profiter d'une bonne douche chaude. Ça faisait si longtemps qu'elle attendait un moment de douceur. En tout cas, elle a réussi son pari. Cet Alexei n'est peut-être pas un enfant de cœur, mais il semble être un homme juste. Au final, la chance est de son côté. Ce n'est peut-être pas plus mal d'enfin le faire avec quelqu'un. Elle a pris sa décision. Il va lui demander de lui promettre vraiment qu'il reste toujours avec elle, mais elle doit lui offrir ce qu'il voudra en retour. C'est une forme de contrat, rien de plus. Elle a besoin de protection, de nourriture, de beaucoup d'amour, d'un endroit confortable, de beaucoup de tendresse et de chocolat. C'est rien d'extraordinaire. Revêtant ses serviettes de bain, à l'aube du nouveau monde, elle n'aura qu'à faire comme s'il n'y avait rien eu tout du long de Global Freeze. Ils garderont ce petit secret. Elle pourra reprendre l'acting et la chanson en jouissant de la même image. Monsieur Risenko, est-ce qu'elle pourrait rester ici avec lui? Pour une pauvre femme, faible comme elle est, n'a aucune chance dehors. Elle a besoin d'un homme fort pour la protéger. Mais qu'il ne s'inquiète pas, elle ne lui causera aucun tort. Elle se contenterait de rester ici à ses côtés jusqu'à ce que l'apocalypse les sépare, et rien de tout ça ne se saura jamais. Les termes ne sont-ils pas un peu trop à votre avantage? En dépit même de savoir si le Global Freeze disparaîtra ou non, croit-elle vraiment que l'ordre de l'ancien monde survivra au blizzard? Bien sûr que oui, pourquoi le monde changerait? Mais si le monde suivait ce destin auquel elle croit, n'aurait-il pas fait tous ses efforts à travers les années de privation pour rien? Au fond, elle ne peut être aussi butée qu'idéaliste. Ça ne lui déplaît pas un peu de déni. Il marche. Cependant, sa demeure, elle doit obéir à tout ce qu'il lui demande. C'est là la seule règle. Compris, Alexei. La muse peu confuse et le mercenaire s'embrassèrent. Passion ne rime pas avec devoir, mais Vermillon est intime d'espoir. Oui, encore une suite. Mais enfin, avec déjà quasi 5 heures de vidéo, on est pas mal là. J'en profite rapidement pour faire la promotion de quelques chaînes. Déjà avec Anisik, nous allons commencer enfin notre podcast, le Tsum Tsum Podcast. Dessus, attendez-vous surtout à beaucoup de conneries. Le thème sera essentiellement centré à animé, manga, manhwa et plein de concepts de Golemon. On sera accompagné de 2 potes, le roi Magikarp qui a monté cet épisode, salut champion, et Drefios, un youtubeur qui parle d'animé. C'est mon petit bijou ce podcast. 2 ans que je l'ai créé et on peut enfin tourner. J'ai aussi ouvert ma chaîne secondaire sur laquelle il y aura du contenu archi propre, un peu hors récap. Max Solstice, vous avez le lien en commentaire en description, tout comme le podcast. Bref, comme d'habitude, un énorme merci au Patreon. Lien pour me soutenir en description. Sur ce, c'était Solstice et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.